Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Alors je me réjouis particulièrement que vous soyez nombreux à assister et participer à cette table ronde, parce que l'âge dont nous allons parler, le grand âge, l'âge du vieillissement, est celui qui très souvent n'intéresse pas beaucoup les politiques de la culture, qui concernent peu les politiques de l'éducation. Et combien de fois avons-nous entendu dire « oui, mais dans la salle, il n'y avait que des personnes âgées », avec le sentiment, l'expression d'un échec. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, non pas parce que moi-même je m'achemine vers cet âge de la vie, mais je me dis que nous avons une focalisation sur la jeunesse qui est tout à fait compréhensible, surtout aujourd'hui où nous allons parler d'éducation artistique tout au long de la vie, mais il n'y a pas besoin d'être démographe pour savoir que le public, en tout cas la population âgée, constitue vraiment un enjeu pour l'avenir, pour les politiques culturelles. Et pour certaines de ces personnes, ce sera la continuation d'une vie culturelle qui a pu être riche, mais pour d'autres, ça sera peut-être la première fois où elles pourront, ces personnes, s'intéresser à la culture, participer, pratiquer l'art et la culture. Et donc, à cet égard, oui, on peut parler d'éducation artistique et culturelle. Alors, comme il y a eu, et c'est tout à fait normal, c'est relatif à ce que je viens de dire, beaucoup de propositions sur la petite enfance. Et sur l'enfance. Du coup, les tables rondes étaient un petit peu déséquilibrées. Donc, vous aurez le plaisir d'entendre non seulement des collègues qui ont travaillé sur le grand âge, mais également des collègues qui ont travaillé plutôt sur la petite enfance ou sur l'enfance, et qui seront parmi nous pour des raisons d'équilibre, de temps de parole, les trois tables rondes étant parallèles. Donc on aura une chance supplémentaire par rapport aux trois tables rondes, c'est qu'on va aborder, grâce à cette répartition, finalement, tous les âges de la vie. Alors nous allons commencer avec Carole Boetti. Et je vais peut-être vous présenter au fur et à mesure. Donc Carole, dans très peu de temps, vous allez être chargée de médiation dans une communauté d'agglomération, Lannion-Trégor agglomération, précisément sur les sujets que nous allons traiter. Vous êtes guide conférencière, vous avez exercé pendant 15 ans à Paris et ensuite en Bretagne, et vous avez terminé votre Master 2 à l'INSEAC. Je crois que vous êtes diplômé. Vous avez une expérience personnelle dans les EHPAD, vous avez coordonné un ou des projets intergénérationnels, et aujourd'hui vous allez nous expliquer, nous dire comment assurer une éducation artistique tout au long de la vie en lien avec les structures et les personnels du secteur médico-social. Et vous aurez 15 minutes. Je m'excuse par avance si je dois vous le préciser au bout de 15 minutes. C'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, ça va? Donc voilà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, un petit peu émue, bien sûr, c'est normal. Je pense surtout quand on passe après ce monsieur que je ne connaissais pas, monsieur Parsat, qui parle si brillamment. Bon, moi, je vais vous raconter un petit peu mon chemin au cours de ces études, puisque j'ai mené donc 2 recherches autour du grand âge, du 3e âge. Ma première recherche, c'était mon mémoire de l'année dernière. Il s'appelait « L'éducation artistique et culturelle a-t-elle une limite d'âge ?» Donc moi, je m'intéresse aux personnes âgées en situation de dépendance. Comme ça, je résous toute une partie qui se serait posé la question à quel âge est-ce qu'on a une personne âgée. Voilà, comme ça, moi, c'est plutôt une situation qu'une tranche d'âge. Bon, les personnes en situation de dépendance, c'est quand même des personnes qui aujourd'hui ont entre 80 et 90 ans et plus, qui sont nées dans les années 30 ou 40.
donc en EHPAD et à domicile. Alors ma première recherche, éducation artistique et culturelle a-t-elle une limite d'âge? La conclusion, c'était en fait une réponse à 2 facettes, une réponse nuancée. J'avais étudié tous les textes, les cadres, les institutions, l'histoire de l'éducation artistique et culturelle, et je m'étais rendu compte que oui, l'EAC, elle a une limite d'âge quand même. Tout dans son histoire, tout dans ses cadres, ses appels à projets, son organisation, les moyens déployés sont tournés vers la jeunesse. Même si on a une belle phrase d'introduction dans la charte avec l'article numéro 1, l'EAC doit être accessible à tous. On voit bien que c'est une porte ouverte, mais qui se referme quand même assez vite et en se focalisant sur la jeunesse. Voilà. Donc oui, elle a quand même une limite d'âge dans son organisation aujourd'hui et dans son histoire. Et puis non, à la fois, elle n'a pas de limite d'âge parce que j'avais exploré tous les objectifs de l'EAC et que je m'étais dit voilà, que l'émancipation, la construction de l'esprit critique, l'appréhension du monde contemporain, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tous ces objectifs, en tout cas, étaient conformes et étaient pertinents aussi pour une personne qui a 90 ans et qui est en EHPAD. Voilà. J'avais même conclu mon mémoire sur la notion d'éducation, qui posait quand même question, parce que quand je présentais la charte de l'EAC, par exemple, à toute une équipe d'animateurs ou animatrices en EHPAD, je voyais bien quand même l'éducation, ça tiquait un peu, c'était pas une évidence. Mais j'avais quand même conclu mon mémoire en me disant, il faut conserver l'éducation, voilà, comme un étendard qu'il faut lever bien haut, pour faire entendre la voix des personnes âgées en EHPAD qui sont encore bien vivantes et pour dire oui, à cet âge-là, on peut encore apprendre, on peut encore s'éduquer. Voilà, j'avais terminé mon mémoire comme ça, avec beaucoup de conviction. Bien sûr, je suis quelqu'un d'engagé et de militante. Et puis, dans mon deuxième mémoire, j'ai continué sur cette thématique. Et je l'ai appelée l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie vers une politique opérationnelle pour les personnes âgées en situation de dépendance. C'est-à-dire que là, j'allais me poser la question, comment est-ce qu'on peut rendre opérationnelle cette politique? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler pour que l'EAC soit possible pour les personnes du troisième âge en situation de dépendance? Et donc, j'ai développé un volet beaucoup plus opérationnel. Et cette fois-ci, je suis allée rencontrer les personnes, voilà, en EHPAD et à domicile. J'ai mené beaucoup d'entretiens. J'ai voulu partir, en fait, vraiment d'eux pour construire ce mémoire opérationnel. Donc, j'ai rencontré en entretien individuel, en atelier participatif en EHPAD, ou voilà, en tête-à-tête ou en groupe, des personnes âgées. Je les ai questionnées sur leur parcours culturel. Qu'est-ce que c'était que la culture pour elles? Voilà. Dans une génération qui est assez particulière, hein, dans laquelle le loisir, en tout cas, la culture, n'avait pas place. Hein, quand ils étaient enfants, plusieurs m'ont dit, on ouvrait un livre et puis il y avait un adulte qui passait à côté et qui disait « t'as pas mieux à faire ». Hein, donc, c'est pas quand même une génération c'était une génération de la reconstruction et du culte du travail. Et bon, en tout cas, j'ai questionné ça, puis après, j'ai essayé de voir s'il y avait des caractéristiques communes à toutes ces personnes qui pouvaient, pour moi, avoir une influence sur la construction de projets. Et là, j'ai déterminé plusieurs caractéristiques. D'abord, un rapport au temps qui est quand même assez particulier, hein, qui est différent et qui ne permet pas toujours de se projeter dans un projet. Hein, moi, j'ai coordonné un projet et j'ai vu que les personnes avaient vraiment du mal à s'approprier et à rentrer dans le projet, que l'animatrice, il fallait qu'elle fasse un travail, mais au corps à corps, pour les convaincre de venir, hein, parce qu'il y avait aussi cette difficulté de s'engager puis de se projeter, quoi, avec un objectif. On attendait des choses d'eux et là, ça les terrifiait plus que ça les attirait, en fait. Hein. Donc, un rapport au temps différent, donc un projet qui est même la notion même de projet qu'il faut questionner, du coup, dans sa temporalité. Dans ce rapport au temps, il y a aussi l'importance de la routine. Chacun se construit sa petite routine personnelle. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, dans son essai sur la vieillesse, disait qu'en fait, c'est une manière aussi de garder une emprise, quoi, sur son quotidien, de garder le contrôle aussi. Hein, et elle disait même que pour les gens oisifs, c'est beaucoup plus important d'avoir une routine que pour les gens qui travaillent. Parce que sinon, moi, ça fait 2 semaines là, que j'ai arrêté ma soutenance. Je commence mon travail dans 1 semaine. Et je vois bien qu'il faut que je me mette un peu des disciplines. Sinon, le temps file et finalement, je fais pas grand-chose. Donc, là, cette importance de la routine, hein, de la récurrence, le projet va venir bousculer cette routine. Est-ce qu'on est en mesure, toujours à 90 ans, est-ce qu'on a toujours envie d'être bousculé? On voudrait répondre oui, hein, mais voilà, ce n'est pas forcément une évidence.
Le repli sur soi. Le repli sur soi est assez aussi commun à beaucoup de personnes de cet âge-là. C'est un processus naturel, hein, selon les sociologues qui sont spécialisés dans le vieillissement, parce que quand on réduit ses capacités cognitives et physiques, bah forcément, on réduit son périmètre géographique et son périmètre relationnel aussi. Hein, donc, on a tendance à se replier sur soi. Simone de Beauvoir, toujours, elle citait un écrivain du 19e siècle, mais ça, c'est pour dire que je pense que c'est quelque chose qui est assez universel et intemporel. Et il disait à un ami qui était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, cet écrivain écrivait « Je me fatigue vite, j'atteins chaque soir la limite de mes forces, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et de paix, mes journées sont courtes et le printemps ne me semble plus allonger le jour. Force est d'éviter l'éparpillement, de me replier sur moi-même, de me concentrer sur ces deux univers étrangement incommunicables que je porte maintenant en moi, le vaste et désertique univers de mon passé, où j'erre une partie du temps, et celui limité, rétréci, du présent à ma mesure. Je m'installe un petit chalet dans la bruyante forêt du monde. » Je trouvais ça très joli, cette dernière phrase. Je m'installe un petit chalet dans la bruyante forêt du monde. Donc, c'est un processus qui est quand même assez naturel et qu'il faut aussi respecter, bien sûr. Alors, ce processus de repli sur soi, on peut se poser la question s'il n'est pas aussi culturel. Dans une société comme Madame Bordeaux nous l'a dit, qui est, alors vous n'avez pas employé le mot, mais qui est quand même agiste, hein, c'est-à-dire qui favorise, qui encourage la jeunesse. On le voit tous, même à nos âges. Hein. Moi, j'ai pu le voir pendant cette année d'études. J'ai 43 ans et j'étais avec des étudiants de 20 ans. Donc, je me suis pris des petites réflexions, mais bon, qui étaient gentilles quand même. Mais en tout cas, on est dans une société qui ne valorise pas bien sûr l'âge, hein, et qui valorise la jeunesse. Et donc, est-ce que ce repli sur soi, est-ce qu'on peut travailler dessus justement peut-être avec des projets culturels pour inclure les personnes, les rendre utiles, hein, et du fait, lutter contre ce phénomène de se replier sur soi et d'être dans une société qui valorise pas l'âge. Alors, une thématique aussi qui est venue assez vite, c'est l'approche de la mort. Il ne faut pas évincer l'importance, bien sûr, de cet âge. On se rapproche de la mort. Et ensuite, il est apparu assez vite dans un atelier participatif que j'ai mené dans un EHPAD, et je vous dis juste comment est-ce qu'il est apparu. C'est quand je posais la question, est-ce qu'en prenant de l'âge, on a plus ou moins de barrières psychologiques à découvrir de nouvelles choses? Voilà. Et il y a une dame, j'entends encore son accent dans la tête, je ne vais pas vous le faire, ce serait complètement ridicule, mais qui a dit « On n'arrive plus à réaliser des choses comme avant. Je n'ai plus envie de ne rien faire. Presque plus rien ne m'intéresse. Je suis arrivée, je ne sais pas, je trouve que depuis quelque temps, je dégrade. L'année dernière, quand je suis arrivée ici, j'ai dit je veux être morte pour la fin de l'année. L'année est passée et je suis toujours là. » Et là, tout le monde a rigolé, ses copines, dans l'atelier participatif. Ah bah là, c'est raté. On m'a dit on va s'occuper de vous et je suis là encore. Et elle-même, elle rigolait. Hein. Et puis une autre qui disait tous mes papiers sont faits depuis 14 ans, ça fait 10 années de trop, je suis un poids pour ma famille. Enfin, vous voyez, voilà, c'est pas des choses forcément qui sont agréables à entendre. Hein. On voudrait croire que toutes les personnes âgées sont sages, sereines, parce qu'on projette notre propre image de notre vieillissement aussi. Hein. Donc on a tendance à rejeter tous les trucs un peu négatifs là, qui concernent cet âge. Mais pour moi, c'est important de regarder toutes les vieillesses et pas seulement les vieillesses qui nous inspirent, avec des gens qui ont encore une énergie. Voilà. Donc l'approche de la mort, elle n'est pas anodine quand même dans une démarche éducative. Simone de Beauvoir, encore une fois, disait qu'il est rare qu'on apprenne sans aucun but. Hein. Souvent, on apprend pour réutiliser ce savoir. Donc quand on a un avenir qui est aussi court, hein, voilà, est-ce qu'on a encore cette démarche, cette envie d'apprentissage et de s'éduquer? Pourquoi faire? Voilà. En tout cas, voilà, toutes ces caractéristiques nous obligent à reconsidérer nos objectifs, nos ambitions, et surtout de ne pas supposer pour moi des bénéfices pour les personnes. C'est ce que j'avais fait dans mon premier mémoire quand je disais que tous les objectifs étaient complètement pertinents pour cet âge. Je supposais les bénéfices. Quand j'ai coordonné ce projet autour du dessin de presse, j'ai supposé les bénéfices pour les personnes, mais à aucun moment on leur a demandé vraiment leur avis. Hein. L'animatrice, la directrice, elles étaient toutes partantes. C'était une super opportunité, mais les personnes, voilà, se sont pas laissés faire et je les remercie pour ça. Mais voilà, surtout ne pas supposer les objectifs. Moi, c'est vraiment les bénéfices, c'est ce que je retiens. Et puis partir du besoin, des envies. Voilà, ce qui me semble en conformité avec les droits culturels aussi. Les besoins, j'en ai aussi décelé quelques-uns. Un besoin d'amour, voilà.
c'est un monsieur très touchant qui m'a dit ça. Je lui posais la question, je cherche de quoi ont besoin les personnes âgées. Et il m'a dit, en général, je parle un peu pour moi, les personnes âgées ont besoin de beaucoup de chaleur, aussi bien des autres résidents que du personnel. C'est un peu égoïste, mais j'ai besoin qu'on s'interroge à moi et un peu qu'on me dorlote. Quand on prend de l'âge, je n'ai pas dit vieillir, ce n'est pas pareil. On dit qu'on retombe en enfance, et c'est vrai. Pour toutes les personnes seules, on a besoin d'amour avec un grand A. Ce besoin d'amour, voilà, c'est un besoin d'une relation de qualité. Voilà. Et ça, dans la construction d'un projet aussi, ça va pour moi au-delà d'un objectif éducatif ou d'un tout autre objectif. C'est un besoin d'avoir une relation de qualité. Et ce monsieur disait besoin d'amour. D'ailleurs, il disait, j'ai besoin qu'on s'interroge à moi. Et c'était un lapsus assez joli, je trouvais. Et il trouvait que je l'interrogeais un peu à la manière soviétique, d'ailleurs, il me l'a dit. Mais c'était un ancien militaire, voilà. Donc il s'y connaissait sûrement. Qu'on s'interroge à moi, et ça va aussi avec un besoin de se raconter, effectivement, besoin de se raconter. Il y a une relation à la mémoire et au passé qui est très importante à cet âge-là. Et puis un dernier besoin aussi, préserver ce qui nous reste. Les animatrices me disaient qu'en fait, la gym et tout le travail de la mémoire, ce sont les activités qui sont les plus prisées. C'est toujours complet. Donc, il y a un besoin de préserver les capacités encore, on appellera des capacités cognitives, quoi, mais voilà, ce qui nous reste, ou capacités physiques. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça croise les objectifs du secteur qui les concerne. Parce que de la même manière que l'EAC a été construite avec l'éducation nationale, on a croisé les objectifs. Là, il faut croiser les objectifs avec le secteur qui accompagne ces personnes. Et donc, je suis partie justement à la recherche de ces objectifs croisés. Et là, j'ai pris comme support la conférence des financeurs. Alors, c'est un appel à projet départemental présidé par le département et coprésidé par l'ARS qui agrège en fait des fonds de la part de caisses de retraite, de groupements de mutuelles pour subventionner des actions de prévention pour la lutte contre la perte d'autonomie. Donc là, on est sur le champ de l'autonomie. C'est un levier financier hyper important. Les budgets sont bien supérieurs à ceux de la culture. Voilà. Mais c'est aussi... Voilà, ouais. Il y a vraiment le paquet pour les actions de prévention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut réduire le coût du vieillissement. Parce que ça, on nous dit, en plus, il y a tout un discours, la société vieillit, ça nous coûte cher. Enfin, c'est vraiment catastrophiste, quoi. Mais parce que, oui, le coût de la dépendance est important. Donc, pour ralentir cette dépendance, il faut financer des actions de prévention pour maintenir les personnes dans une bonne santé physique et mentale. Donc, la conférence des financeurs, elle me paraissait super intéressante pour être un support de travail, pour essayer de voir les croisements d'objectifs. Alors, la conférence des financeurs, cet appel à projet là, annuel, elle donne des axes prioritaires, des axes pour financer ces actions. Et moi, j'ai trouvé quelques points de convergence que je développe un peu plus, beaucoup plus dans mon mémoire. Là, je vais juste vous les citer comme ça. Alors, d'abord, c'est le travail de la mémoire. Voilà, l'importance de stimuler la mémoire comme une capacité cognitive. En quoi est-ce que ça a un lien avec la culture ? C'est qu'il y a beaucoup de projets culturels, justement, ou d'actions culturelles qui sollicitent la mémoire des anciens. Il y a beaucoup de collectage. Donc là, on voit que ça parle aux deux secteurs, donc ça peut être un point de convergence. Le maintien du lien social aussi, très important pour le champ de l'autonomie, parce que quand justement on se replie sur soi, il y a moins de stimulation des capacités physiques et cognitives, donc la santé va se dégrader. Donc maintenir le lien social, c'est stimuler la personne, même si le mot stimulation n'est pas très joli, mais là j'utilise le vocabulaire du médico-social, c'est important. Et donc, stimuler le maintien du lien social, ça permet d'être dans la relation, de se sentir utile. Et ça, il y a beaucoup de projets intergénérationnels. Donc, un projet culturel remplit cet objectif du champ de l'autonomie. Un autre axe priorité, c'est la valorisation de l'image des personnes âgées. Alors, derrière ça, il y a le renforcement de l'estime de soi. On sait que c'est important pour la santé mentale de se sentir utile. Voilà. Et puis derrière aussi, il y a un autre objectif, c'est dans la valorisation de l'image des personnes âgées, c'est de susciter des vocations, parce que c'est un secteur professionnel en tension, où il y a très peu de... il y a un delta entre l'offre d'emploi et puis les personnes qui veulent vraiment faire ce type de métier d'aide. Donc, en valorisant l'image des personnes âgées, on espère que les jeunes, ou même les adultes vont avoir envie de travailler auprès des personnes âgées. Donc, c'est un objectif important aussi. Et puis, le dernier, c'est l'accès aux droits.
Alors l'accès aux droits, quand on est un acteur culturel, on se dit bah, c'est les droits culturels. Mais sauf que pas du tout. Non, le champ de l'autonomie n'évoque pas du tout les droits culturels. Pour l'instant, c'est l'accès aux droits à l'information, à l'aide. Voilà, souvent, les gens sollicitent les acteurs du champ de l'autonomie quand c'est dans l'urgence. Donc là, l'idée, quand il y a eu un accident ou la perte du conjoint, donc là, l'idée, c'est de les informer au plus tôt. Alors là, ça pourrait être une belle porte ouverte, voilà, l'accès aux droits culturels. Ça pourrait être intéressant de travailler cet objectif. En tout cas, voilà, quand là, je vous présente ces objectifs croisés, là, vous vous dites, bah, il n'y a pas de problème. Un projet culturel, une action culturelle, elle rentre complètement dans les objectifs du champ de l'autonomie. Donc, on peut y aller, on peut déposer notre dossier demain auprès de la conférence des financeurs. Sauf que pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, les actions de prévention, ce sont des actions directes, c'est-à-dire que ça va être un atelier mémoire avec des exercices sur la mémoire. Un projet culturel qui suscite la mémoire, qui sollicite la mémoire, c'est pas assez direct. On ne peut pas mesurer les impacts en fait. C'est ça le problème. C'est moins facile de mesurer les impacts. Donc là où les enseignants et l'éducation nationale, maintenant c'est complètement acquis et compris qu'un projet sur les questions de genre dans un établissement scolaire ou sur l'information apporte une approche détournée et beaucoup plus pertinente et plus réflexive. Ça, c'est voilà, au niveau de l'EAC, tout le monde est convaincu de ça maintenant dans une école. Et bien là où c'est une évidence dans un établissement scolaire, pour le médico-social, ça l'est absolument pas. Donc il y a un gros travail en fait à faire au ce niveau-là. Un travail qui peut se faire au niveau de... Moi, je vais travailler dans une agglo, donc j'espère pouvoir le faire, de créer des espaces de travail et puis de faire converger des objectifs. Mais ça peut se faire au niveau d'une ville et puis j'espère au niveau de l'État. Alors, je vais vous présenter, pour conclure, je suis dans les temps ? 15 ? Je peux avoir juste 2 minutes ? Juste 2 minutes, ouais. J'ai fait un petit exercice, en fait. Du coup, j'ai écrit une charte. Et je l'ai appelée AAC. Et j'ai mis un petit kit, le macareux, avec un petit déambulateur, là. Ouais. Voilà. Mais c'était aussi pour vous montrer que c'était un peu... Enfin, c'est pas un jeu, c'est un exercice que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai écrit une charte, voilà. Alors, pourquoi j'ai pas choisi le mot éducation ? Parce que pour moi, en fait, il rassemble pas. Et quand on veut croiser une politique, on va pas commencer à éduquer les acteurs du médico-social sur l'importance de l'éducation. Enfin, je pense pas. Pour moi, le terme qui rapproche les deux secteurs, c'est l'autonomie. Voilà, donc j'ai inventé AAC. Voilà. Et puis ensuite, j'ai déployé des articles, mais que je ne vais pas vous détailler du coup, parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, qui sont spécifiques en fait pour les personnes âgées. Car pour moi, l'EAC, là où elle est exemplaire, c'est dans le croisement des objectifs, c'est dans l'écoute des besoins des personnes. Voilà, et là, on peut vraiment, c'est un modèle pour moi. Et puis dans la méthode, et puis dans le côté partenarial aussi, bien sûr. Voilà. Oui, je pense. Voilà, j'ai terminé. Merci. Ouais. Merci. Et je pose pour vous tous donc la question à Carole. Est-ce qu'on peut dès à présent accéder à ce document ? Faut-il attendre les actes ? Est-ce que c'est disponible en ligne quelque part ? Ah non, c'est dans mon mémoire en fait. Ouais. Non, je ne l'ai pas diffusé. Mais après, le mémoire n'est pas encore diffusé en ligne. Ah, je ne sais pas. Oui. Si tu acceptes qu'il soit diffusé en tant qu'étudiant de la 2, oui, d'accord. Ouais. Oui, super. Ouais. J'accepte. Oui. Donc, allez sur l'établi, sur le site de l'INSEAC, et vous avez toute chance de rencontrer non seulement le mémoire de Carole, mais également cette proposition que j'ai eue en avant-première, donc j'ai eu la joie d'en profiter, et qui est assez pétillante, je trouve. Voilà. C'est pas le seul détournement de la charte. Lundi, j'étais en réunion avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui veut mettre en place une charte pour la culture scientifique. Et ils ont exhibé le modèle charte de l'EAC. Donc on voit la force de ce document qui permet de condenser beaucoup de choses en une page, et c'est ce que tu fais, Carole, et qui sert d'exemple et qui est en train d'aller dans des zones qu'on n'attendait pas, y compris dans celles du grand âge et de la dépendance. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions un premier moment groupé avec les 3 premiers intervenants.
On prendra un petit temps pour que vous puissiez poser des questions et échanger. Et ensuite, on enchaînera avec Aminta et avec Catel. Et on aura à l'issue encore un petit temps d'échange, si ça vous convient bien. Sinon, vous connaissez le rythme. Hein, on pose plein de questions à la première personne. Et puis celle qui est la cinquième n'a même plus le temps de s'exprimer. Alors, je vais maintenant passer la parole à Klaus Ruchnis-Duran. Alors, vous faites beaucoup de choses, Klaus, on ne se connaissait pas, donc je suis très heureuse qu'on se connaisse. Vous êtes artiste, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant. Actuellement, vous faites une thèse en histoire et en théorie de l'art à l'Université de Pau sur un sujet que vous menez aussi dans un milieu professionnel, hein, auprès de la Fondation Daniel et Nina Carasso, où vous êtes responsable de l'axe art citoyen. Et votre thèse porte sur les pratiques artistiques participatives, collaboratives et citoyennes à partir des années 90. Donc il y a énormément de choses à faire. Je ne sais pas combien d'années vous avez prévu pour votre thèse, mais c'est la 7e. Ouais, c'est la dernière, j'espère. Le sujet, voilà, il est considérable, il est également très important. Et puis, en parallèle, vous avez plusieurs vies et vous collaborez avec de nombreuses institutions pour mettre vous-même en place des projets artistiques. Donc aujourd'hui, vous venez nous dire comment concevoir et mettre en œuvre des dispositifs adaptés avec des objectifs d'épanouissement, de dignité, d'intégration sociale et de réduction des inégalités. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée. Je pense que c'est important d'avoir ces temps où on peut continuer à réfléchir sur ces questions-là. Nous sommes tous conscients du fait que nous vivons dans un monde où la démographie évolue et évidemment où la proportion des personnes âgées augmente. Et cette réalité sociodémographique, en fait, elle soulève des questions cruciales concernant la manière dont cette tranche de la population elle interagit avec l'art. Mais aussi comment elle est émue par l'art et la culture, et aussi comment elle est motivée à participer. Je pense que la question de la motivation et de la participation est très importante. Et vous pourrez vous demander en quoi c'est important. Cela dépasse la simple question du goût. Du goût et des préférences esthétiques. L'art a le pouvoir unique de stimuler des cerveaux, de nous permettre de nous exprimer et de créer des liens sociaux, évidemment. Et pour les personnes âgées, ces expériences peuvent être vécues différemment. Et c'est cette spécificité qui est au cœur de ma recherche. On n'est pas encore là. Bon. Donc, si on peut passer à la deuxième, s'il vous plaît. Donc, nous avons constaté que l'engagement dans l'art et la culture, loin d'être une donnée évidente, est influencé par différents facteurs tels que le niveau socio-économique, politique, social et même l'allocation géographique des personnes ou des institutions culturelles. Donc, il nous a semblé pertinent, en tout cas pour cet article, qui était vraiment une étude, de se poser ces questions-là et explorer vraiment des défis spécifiques auxquels ces personnes sont confrontées. Donc pour approfondir, évidemment, il y a une étude de la littérature existante. L'article sera évidemment disponible après, mais je peux vous citer déjà quelques pistes. Donc par exemple, Cohen, qui est l'un des pionniers dans ces domaines, ses recherches en fait, ont révélé l'avantage significatif de l'engagement artistique, notamment sur la santé mentale et physique, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est très important. De leur côté, Kaplan et Sanchez se sont focalisés vraiment sur le programme artistique intergénérationnel. Je pense que je reviendrai plus tard sur la notion intergénérationnelle. Je pense que aussi c'est très important parce qu'ils ont mis en lumière l'importance des interactions entre les différents moments de la vie, différentes générations, et aussi comment ces liens renforcent vraiment la compréhension mutuelle et encouragent la transmission culturelle. L'accès à la culture n'est pas homogène, comme on le sait tous, et c'est une réalité que Bourdieu a largement étudiée dans ses recherches, où on a souligné vraiment les distinctions sociales et l'accès à l'art et à la culture. Et l'expression artistique, elle peut vraiment servir des canaux de communication, en particulier pour les personnes âgées. Là, je pense à Dominguez et Mejia, qui ont vraiment montré que l'art peut non seulement atténuer les inégalités liées à l'âge, mais jouer un rôle essentiel dans la facilitation du dialogue. Ça, c'est très important aussi. Et enfin, la créativité, qui a une importance capitale à chaque étape de la vie. Et Bodo l'a clairement illustré dans ses travaux, où il avait mis en avant comment la créativité, lorsqu'elle est cultivée, peut faciliter l'adaptation, l'expression personnelle et l'épanouissement. À partir de cette étude de la littérature, il y a 5 aspects qui sont vraiment, si on peut passer à la 3e diapo, il y a 5 aspects qui sont ressortis comme pertinents après cette étude.
Donc évidemment, l'impact de l'art sur le bien-être, comment ces personnes, la santé physique et mentale, l'éducation artistique, comment elles soulignent vraiment cette importance, bien que certaines études en fait, pressentent que les limites en termes de généralisation sont limitées, hein. Je pense qu'on parlait de ça avant, et comment ça contribue à éclairer le potentiel des arts dans les soins de la santé et du bien-être. Les approches intergénérationnelles, j'en parlerai encore, c'est vraiment le programme, ils sont essentiels pour créer des connexions entre les générations, préserver le patrimoine culturel et favoriser une société inclusive. L'accessibilité culturelle de l'art et de la culture est fondamentale, hein, je pense que pour tous ces types de pratiques, et tout particulièrement la médiation culturelle. La médiation culturelle est un outil précieux pour surmonter ces défis en adaptant l'offre culturelle à chaque individu avec lequel on travaille. Et je vais vous présenter tout à l'heure 3 initiatives qui sont plutôt de l'ordre de la médiation culturelle et une initiative qui est plutôt de la création entre artistes et les habitants d'un EHPAD. La réduction des inégalités d'expression, donc évidemment par tout ce qui est l'expression artistique. Et je reviens encore sur le rôle de la créativité, qui est essentielle dans l'éducation artistique et culturelle, car elle favorise cette pensée critique. Évidemment, ça, c'était des aspects qui sont ressortis de l'étude académique, vraiment des sources académiques. Et je me suis quand même posé la question, à partir de là, comment on peut vraiment trouver 3 thèmes majeurs qui pourraient vraiment façonner cette étude. Donc, j'ai choisi l'agence des œuvres d'art, comment l'art agit-il sur les personnes âgées, l'affect, quelles émotions ressenties ces individus éprouvent-ils face à l'art, et l'intention, en fait. Qu'est-ce qui motive leur engagement dans l'éducation artistique et culturelle? Donc, à travers de ces 3 axes, on a essayé de comprendre à travers des différents exemples. Mais il y a eu quand même cette envie d'enrichir cette compréhension académique avec la réalité du terrain, avec les politiques culturelles, qui sont très importantes aussi. Donc, du coup, après l'analyse de la littérature sur le sujet, donc, on a exploré quelques politiques publiques. Je pense qu'on est sur la diapo 4, je ne sais pas. Et du coup, en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ça nous a permis vraiment de nous plonger plus profondément sur la question cruciale de l'impact de la participation culturelle sur la qualité de vie des personnes, ainsi qu'à réfléchir aux mesures nécessaires pour renforcer et étendre ces programmes à l'avenir. Donc là, je ne vais pas rentrer sur les détails de ces projets que je cite, mais je peux vous dire qu'en étudiant ces projets, donc quelques éléments ont vraiment ressorti de l'analyse. Donc il y a les tendances internationales, ça veut dire de plus en plus, il y a une volonté d'uniformiser, en tout cas en Europe, les politiques pour reconnaître l'importance de l'art à certains niveaux de la vie. Évidemment, en France, on est assez pionnier dans le sujet. Et il y a aussi, je cite aussi d'autres pays qui sont au-delà de l'Europe pour vous montrer que c'est quelque chose qui questionne énormément de personnes. Les approches diverses, donc chaque pays a vraiment opté pour une façon de le faire. La France a beaucoup été liée aux soins dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Il y avait les Pays-Bas qui est plutôt à créer des villes adaptées aux aînés. Et le Royaume-Uni qui va plutôt cibler l'isolement de ces personnes âgées et la démence. C'était vraiment des sujets qui les intéressaient. Après, l'inclusion sociale, moi je pense ici notamment aux exemples que je cite sur la Suisse et le Brésil, qui mettent en avant l'inclusion sociale comme objectif. Ils reconnaissent vraiment la culture comme un outil qui peut servir à connecter les citoyens, là on parle des citoyennetés, et renforcer les tissus sociaux. Et deux autres aspects, donc c'est l'incertitude et la collaboration. En fait, comment mesurer l'efficacité de ces programmes et les adapter au contexte locaux et comment évaluer, faire une évaluation continue et que l'expérimentation en fait puisse apporter des réponses à chaque fois qu'on les évalue. Et en fin de compte, la responsabilité collective. En étudiant ces projets, je me suis rendu compte que tous les pays sont conscients, en tout cas quand ils développent des politiques culturelles, que c'est une responsabilité collective non seulement des gouvernements, mais également des communautés et des individus qui sont autour de ces politiques. Donc ça, c'est très important aussi à souligner. Les 3 aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut passer à la diapo suivante. Donc c'était vraiment l'agence, c'est bon, l'affect et l'intention. Donc l'agence des œuvres d'art est stimuler la participation et l'engagement des personnes âgées
Donc l'agence, c'est-à-dire la capacité à agir et à provoquer des changements dans le monde selon sa volonté propre, est au cœur de cette question. Donc dans le contexte de l'art, l'agence prend une signification particulière pour les personnes âgées. La pratique artistique offre aux seniors une voie pour exprimer leur identité, trouver un sens de l'accomplissement et même exercer un contrôle sur leur vie et leur environnement. Des études en fait, ont montré que la pratique artistique peut renforcer l'agence chez les personnes âgées, leur permettant de surmonter des stéréotypes négatifs liés au vieillissement. Et les limitations physiques dont vous parlez, Carole, tout à l'heure, ça c'est assez pressant en fait dans les études. Comment on peut prendre en compte que ces limitations physiques peuvent souvent entraver la participation aux activités artistiques et culturelles. Donc, la pratique de l'art pour ces personnes âgées offre, bien sûr, une source d'agence et d'accomplissement significatif. Et les œuvres agissent comme des agents catalyseurs, stimulant non seulement la participation et l'engagement dans le monde de l'art, mais aussi la capacité à agir selon la propre volonté de chacun de ces personnes. Donc, quelques chiffres assez importants, si on peut montrer la diapo suivante. Les chiffres démontrent clairement que la culture joue un rôle crucial dans la vie des personnes âgées, car 90% des personnes estiment que la culture est importante, 53% cultivent au moins une fois par semaine, et 47% associent la culture à l'épanouissement intellectuel. Donc ces chiffres, ces données sont donnés par La Borne Arthur, un projet que je vais vous présenter, et c'est des chiffres qui ont été recueillis lors de leurs différentes interventions auprès des EHPAD. L'affect, donc la rencontre avec les œuvres d'art peut susciter évidemment une gamme profonde d'émotions et des sensations chez les personnes âgées, qu'il s'agisse de la nostalgie évoquée par une peinture, un concert, une performance, mais l'art a le pouvoir vraiment de toucher ses sens et l'âme de ces personnes qui expérimentent. Et l'interaction avec l'art engendre chez ces personnes des sentiments d'accomplissement, de connexion et d'exploration. Et la création ou l'appréciation d'une œuvre peut déclencher un processus introspectif. Donc cela peut également renforcer un sentiment d'appartenance, d'identité culturelle à chaque fois qu'ils sont en lien avec l'art et la culture. Sur le plan individuel, cet engagement est associé à de nombreux avantages tels que l'amélioration de la santé physique, des meilleures fonctions cognitives et un plus grand bien-être émotionnel. Et enfin, l'intention, qui est la motivation à participer. Donc, on peut passer à la diapo, celle d'après, alors. Voilà. La participation, en fait, est motivée par un ensemble complexe et varié de motivations. Donc, là, on examine divers facteurs qui façonnent et influencent ces motivations. Donc, il y a des facteurs d'abord qui peuvent être groupés en catégories principales, notamment les motivations personnelles, donc la personne. Après, il y a l'influence sociale et familiale. En tout cas, pour les personnes qui sont dans un EHPAD, ça a été prouvé, en fait, où le contexte familial va jouer un rôle assez important. L'implication politique et communautaire et les contextes culturels. Donc, pour maximiser l'impact de ces initiatives, il est important d'adopter une approche inclusive et adaptée aux besoins spécifiques des personnes. Et par exemple, on pourrait se dire que les activités artistiques pourraient être conçues pour stimuler la mémoire, améliorer la motricité fine et favoriser l'expression personnelle. Donc là, je vous rejoins sur ces points. Et les programmes d'éducation pourraient vraiment être pensés aux spécificités de chaque personne, de chaque lieu et pourquoi pas de l'âge, de la tranche de l'âge. Ça va, j'ai encore... oui, ça va. Bon, j'essaie de faire vite alors. Donc, pour approfondir, donc là, c'est la partie vraiment très académique, très littéraire, mais donc on a étudié 4 projets que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le projet Les Blés d'Or, un centre d'art, voilà, à Lomiro, une initiative humaine et artistique, à Artora et La Borne Arthur. Rapidement, je vais vous lire, si on peut passer à la diapo, non, celle avant, voilà, les Blés d'Or. Donc, je pourrais vous montrer ça, on n'aura pas le temps, mais je peux vous montrer cette publication après si vous le souhaitez. Et je vais lire juste rapidement donc, quelques mots de Valérie Emrejean et Mohamed El Khatib, les artistes qui ont créé ces projets. Lorsque nous avons eu l'idée de créer un centre d'art dans un EHPAD en 2020, nous souhaitions avant tout inviter des artistes à concevoir des œuvres sur place, à partir des rencontres avec les résidents et leur univers, et aussi donner la possibilité à un public plus large, que celui des familles, de venir visiter les Blés d'Or. Aujourd'hui, les statuts étendus de ces lieux, qui peuvent se visiter de plusieurs façons, témoignent de notre volonté de rapprocher des mondes que tout semble opposer, de façon à estomper les frontières entre art et vie quotidienne, espace muséal et espace médical.
À travers la collection permanente de l'EHPAD, nous avons souhaité privilégier un art des rencontres qui ne soit pas freiné par la fragilité ambiante, celle qu'impose les grands âges et qui caractérise aussi notre état après la pandémie mondiale. Créer un lieu d'art hors de murs institués est une tentative qui nous semble plus jamais nécessaire. Cela offre une liberté de création à partir d'un lieu qui n'est pas dédié à l'art, qui n'entend rien et qui, pour autant, peut susciter le désir et la curiosité. Donc, je fais vite pour essayer de vous présenter les autres projets. Donc, Allo Miro, évidemment, c'est une initiative qui a été portée par la Fondation Art Explora. La particularité, c'est qu'à ce jour, il y a 870 sessions dans 77 EHPAD et à peu près 1000 bénévoles qui ont participé à ces projets depuis la création. Donc c'est très intéressant parce que les échanges durent à peu près entre 40 et 45 minutes et ça va au-delà de la simple discussion artistique. Il y a le côté humain qui va, et encore une fois, intergénérationnel. C'est très intéressant de se dire qu'il y a des jeunes qui vont à la rencontre de ces personnes. La diapo suivante nous montre un autre projet, donc c'est le projet Artora qui a été fondé en 2018 par 3 anciens élèves de l'école du Louvre. Et Artora s'est défini comme une agence de médiation spécialisée dans la médiation adaptée aux personnes âgées. Et la particularité, et ce qui est très important, c'est que les médiateurs ont entre 18 et 30 ans et c'est des étudiants des écoles d'art. Donc ça veut dire qu'ils forment ces jeunes à être médiateurs et ils leur donnent tous les clés en main pour qu'ils puissent aller donner des conférences, des ateliers, donc ils sont formés à la méthode Artora. Et donc ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, pareil, les chiffres sont à peu près similaires. 380 interventions, ils sont presque 500 étudiants qui sont inscrits dans 5 grandes villes en France. Et les conférences durent entre 40 et 50 minutes et les ateliers à peu près entre 1h et 1h30. C'est à peu près, ils sont identifiés, ces tranches, en fait, ces temps, cette temporalité dont on parlait tout à l'heure, comme étant les temporalités adaptées à ces genres d'activités. Et enfin, Arthur, qui est pour moi un exemple assez important, parce que sa mission, c'est vraiment de démocratiser l'art et de la culture. Et on parlait des droits culturels tout à l'heure, des droits universels, des droits fondamentaux. Et du coup, ça a été fondé en 2019. Vous voyez que quand même, les 3 dates, ils sont quand même assez rapprochés hein, dans ces 3 propositions. Et en fait, la borne Arthur offre un accès illimité à plus de 450 expositions thématiques à 50 musées internationaux pour moins d'€1 par mois. Donc, chaque personne a cette borne dans les EHPAD. Et l'idée, c'est vraiment de rendre accessible la culture à tous et abordable. Et leur slogan, c'est « L'art pour tous, la culture partout ». En conclusion, si j'ai encore 1 minute pour le faire. Donc, cet article scientifique, en fait, a mis vraiment la lumière sur l'importance qu'a l'éducation artistique et culturelle pour les personnes âgées. On souligne la nécessité de développer des approches adaptées à des besoins spécifiques, tout en reconnaissant la diversité de chacun, comme je le disais déjà. Et chaque individu, quel que soit l'âge, possède une sensibilité à l'art. Il faut juste réfléchir et l'adapter en favorisant un moyen puissant de la stimulation intellectuelle. Ce qu'il faut le retenir dans cet article, j'ai essayé aussi d'être synthétique, c'est la priorité essentielle, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle doit être une priorité pour les personnes âgées, en tout cas qui nécessitent des approches adaptées. L'art comme moyen de stimulation, donc chaque individu, quel que soit l'âge, encore une fois, possède cette sensibilisation. L'agence des œuvres d'art, donc ont le pouvoir de transcender les barrières du temps et de l'espace. L'agence, encore une fois, c'est très important. L'impact sur l'affectivité, donc l'art peut créer des liens émotionnels puissants et un sentiment d'appartenance. Une approche inclusive et accessible, donc j'ai déjà répété ça plein de fois, donc je ne reviendrai pas. Et des projets prometteurs, donc je vous ai cité 4 projets qui, à mon avis, sont assez prometteurs et ça serait bien de pouvoir déployer plus et être plus systémique dans ces genres d'approches. Une recherche continue, ben, on y est aujourd'hui, donc je pense que c'est très important d'avoir ces espaces-là et continuer à réfléchir à ça. Et un défi collectif, parce que finalement, cela nécessite l'engagement de tous les acteurs politiques publics, mais aussi associatifs, individus confondus. Et transformation sociale, la valorisation de l'art chez les personnes âgées peut être un moteur de transformation sociale qui est très important et nécessaire aujourd'hui. Évidemment, c'était très... Oui, bon, vous aurez l'article. Merci beaucoup, Klaus. Merci d'avoir respecté le temps. C'est extrêmement frustrant quand on consacre des années à la recherche et qu'on a 10 ou 15 minutes pour s'exprimer. Mais on se réjouit que votre thèse soit bientôt terminée et bientôt accessible parce que la recherche donne évidemment
apporte de la lumière sur ces sujets-là, donne de l'audience à ces sujets. Je trouve c'est intéressant dans ce que vous nous avez montré parce qu'on voit que les institutions jouent leur rôle. On ne peut pas dire que les États ne sont pas conscients de la nécessité de le faire, mais enfin, on voit quand même que c'est très sporadique. Hein. Et on voit aussi des acteurs privés, que ce soit des artistes ou que ce soit des agences de médiation, qui s'inscrivent dans ce sujet-là. Et ce sont souvent ceux-là qui font finalement progresser les choses. J'étais sensible aussi à ce que vous avez dit à propos des expositions. Lors d'une séance de cinéma à laquelle j'assistais et où on assistait à un opéra en direct, j'avais été très intéressée de voir qu'effectivement c'était un océan de têtes blanches et j'avais interrogé les personnes autour de moi en disant est-ce que vous alliez déjà à l'opéra, est-ce que c'est nouveau, et j'ai pas le temps d'en parler, mais une des choses qui m'a le plus frappée, c'est que les personnes me disaient non, en général elles avaient peu fréquenté l'opéra, mais qu'elles appréciaient d'être bien assises, d'y voir, de parfaitement percevoir l'histoire parce que le texte était incrusté dans l'image et d'être dans des conditions idéales à un moment où ces personnes avaient du temps pour s'intéresser à l'opéra. Et c'est vrai que, et elle me disait, et si on faisait pareil pour les expositions, si on pouvait aller visiter des expositions au cinéma, je me disais finalement ces personnes très âgées avaient des idées assez innovantes. Ça existait au cinéma, on a vu des tentatives, pas toujours abouties. Mais en tout cas, elles peuvent être non seulement le public de l'action culturelle, mais elles peuvent être aussi à la source d'idées assez innovantes. Oui. Alors, je vais passer la parole maintenant à Laure-Hélène Svinen. Bonjour Laure-Hélène. Alors Laure-Hélène, elle est doctorante sous la triple direction, elle a de la chance, d'Emmanuel Etis, de Damien Malinas et de Raphaël Roth. Elle est aujourd'hui au laboratoire, donc attachée d'enseignement et de recherche, au laboratoire Culture et Communication d'Avignon. Et elle travaille sur un sujet que je trouve passionnant. Elle enquête auprès de personnes d'un certain âge qui sont grands-parents, qui ont la particulier d'être grands-parents au festival d'Avignon. Et donc, Laure-Hélène prolonge le travail de Damien, d'Emmanuel, qui est très connu sur les publics du Festival d'Avignon. Et je vais t'écouter avec beaucoup d'attention parce que moi-même, quand j'ai fait mon terrain de thèse, je suis tombée sur des grands-parents, là où j'ai cherché des enfants. On aura l'occasion d'en parler toutes les deux. Donc, la parole à toi pour 15 minutes, malheureusement. Donc, comme l'a dit Marie-Christine Bordeaux, je vais vous parler du Festival d'Avignon, festival qui a été fondé en 1947 par Jean Vilar et qui est aujourd'hui l'une des manifestations de spectacle vivant internationales les plus importantes. Et donc, je débute ma thèse en 2019 dans une triple direction, Emmanuel Etis, Damien Malinas et Raphaël Roth, ayant pour sujet, pour le résumer très rapidement, les projets d'éducation artistique et culturelle au Festival d'Avignon. Et donc je m'inscris dans une tradition de recherche qui a commencé dans les années 90 avec une équipe composée des chercheurs que je viens de vous citer et d'autres comme Jean-Louis Fabiani, Lauriane Guillou, etc. Et qui réalisent chaque été des enquêtes de public sur les spectateurs du Festival d'Avignon. Et donc, je réalise, dès le début de ma thèse, quelques entretiens avec des jeunes publics. Et quand je leur pose la question quelle a été votre première fois au Festival d'Avignon, qui vous a accompagné, comment vous avez découvert le Festival d'Avignon, les grands-parents revenaient régulièrement. Ils étaient à l'initiative de cette première venue au Festival d'Avignon. Donc, on s'est appuyé sur l'enquête par questionnaire 2022 pour interroger les grands-parents, apprendre à les connaître et obtenir des données quantitatives. Donc c'est en 2022 qu'on introduit en fait cette thématique grands-parents dans nos enquêtes, avec plusieurs questions. Avez-vous des petits-enfants? Combien? Quel âge? Si oui, les emmenez-vous au Festival d'Avignon, etc. Et donc on a profité de cette enquête pour récolter des adresses mail par les personnes qui étaient intéressées pour poursuivre l'enquête par entretien téléphonique. Donc en 2022, on a recueilli à peu près une soixantaine de contacts. On a réalisé seulement 10 entretiens à ce jour. Et quand ça a été possible, on a complété les entretiens avec les grands-parents par des échanges avec les petits-enfants. Pour l'instant, on a fait le choix délibéré de ne pas interroger les parents. D'abord, par manque de temps, on s'est concentré sur les grands-parents. Et ensuite, pour vraiment considérer les plus jeunes, les petits-enfants, comme des acteurs à part entière qui peuvent nous parler de leurs expériences et nous raconter ce qu'ils vivent.
Et donc, en 2023, on a recommencé le processus de collecte, mais l'enquête par questionnaire n'est pas encore clôturée. Donc, c'est une enquête qui est toujours en cours. Donc, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est des conclusions qui sont provisoires. C'est les premières tendances qui vont être amenées à être enrichies par de nouvelles données quantitatives et qualitatives. Donc, pour le résumer rapidement, on s'est interrogé sur le rôle que les grands-parents jouent dans les carrières de spectateurs des plus jeunes et dans leur EAC. Donc, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils partagent ensemble au Festival d'Avignon, et ensuite, qu'est-ce que les jeunes en gardent dans leur parcours et dans leurs souvenirs. Juste pour vous donner quelques chiffres, en 2022, le festival comptait 26% de grands-parents. Et quand on leur demande est-ce que vous emmenez vos petits-enfants au Festival d'Avignon, 29% répondent que oui. On a davantage de grands-mères qui sont représentées dans notre échantillon, à peu près 7 sur 10 entretiens. Et les grands-parents donc, sont tous retraités. Ils sont issus de catégories socio-professionnelles assez différentes qui, en fait, correspondent au profil des enquêtés qu'on peut relever chaque année. Donc, on a un enseignant de mathématiques, un médecin, un cadre administratif, une employée en médiathèque, une infirmière, une enseignante en lettres. Et ils viennent un peu de partout, d'Avignon, du Mans, de Strasbourg, etc. Donc, premier élément de réponse que je voulais vous apporter, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur l'idée que la famille apparaît un peu comme la première instance de transmission du capital culturel aux côtés de l'école. Alors, c'est souvent par commodité de langage qu'on parle de la famille. Moi, c'est vraiment des entités, des individualités précises dans cette famille-là, donc les grands-parents, vous l'aurez compris. Et par les récents changements démographiques, sociaux, économiques, ils sont de plus en plus nombreux, en meilleure santé. Et aujourd'hui, notamment avec l'augmentation de l'espérance de vie, on assiste à une coexistence des générations qui autrefois se succédaient. Donc c'est ce qui fait aussi la différence. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout rare de croiser des grands-parents dans des lieux qui sont fréquentés par les plus jeunes. Donc les écoles, les gares, les parcs de loisirs, des grandes surfaces. Et donc aujourd'hui aussi le Festival d'Avignon. Donc, dans notre étude, en fait, les ascendants deviennent vraiment des nouveaux partenaires de l'éducation, au sens de Claudine Athias-Donfu et Martine Ségalen, j'espère que je prononce bien. Donc, ils participent à un processus de transmission intergénérationnelle. Dans un bouquin aussi récent qui a été dirigé par Anne Jonchery et Sylvie Octobre, on parle de coéducation, donc c'est-à-dire une responsabilité éducative partagée, et qui est un élément un peu définitoire de l'EAC. Et donc, c'est un processus qui n'est pas vraiment immuable. En fait, on remarque que la relation que grands-parents, petits-enfants vont se construire va se modifier, va changer au fil de l'âge des petits-enfants et de leur parcours. Et parfois, on a dans nos entretiens des grands-parents qui évoquent un peu avec regret et nostalgie les années qu'ils ont passées au festival avec leurs petits-enfants. Et donc là, il y a plusieurs situations en fait, qui sont soulevées. Les petits-enfants soit viennent maintenant avec leurs amis ou la famille qu'ils se sont construits par leurs propres moyens, viennent au festival par leurs propres moyens, ou alors ils ne viennent plus parce qu'ils sont occupés à d'autres activités, un job pour financer leurs études, d'autres voyages, etc., etc. Donc on s'est demandé quel est le programme en fait, que les grands-parents mettent en place avec leurs petits-enfants au Festival d'Avignon. Et en fait, c'est un programme assez éclectique qui va être composé donc, de manifestations artistiques, Festival d'Avignon bien sûr, mais aussi Festival Off, Chorégie d'Orange, Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, etc. etc. On a aussi des visites de monuments patrimoniaux et de musées, donc Palais des Papes, Pont d'Avignon, Collection Lambert, etc. Et enfin des activités de divertissement, donc la piscine, des courses camarguaises de taureaux, etc., etc. Donc en fait, ils vont proposer, donc je me suis aussi appuyée sur la charte, ils vont proposer, conformément à l'article 3 de la charte, en fait, une culture un peu diversifiée, donc à la fois dans ses formes populaires, savantes, contemporaines, nationales, internationales, etc. Mais l'autre question qui a suivi, c'est comment ils choisissent ce programme-là. Et donc, je me suis aperçue que les grands-parents vont décider en amont des grandes lignes de ce programme-là, notamment pour les spectacles qui nécessitent une réservation parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois en avance. Et puis, ils vont laisser des espaces un peu de liberté, d'improvisation, des choses un peu plus spontanées, où les petits-enfants vont avoir la responsabilité en fait, de choisir les spectacles et les activités qu'ils vont partager ensemble. Donc, c'est parfois des spectacles que les grands-parents n'auraient pas du tout choisis d'eux-mêmes.
Et c'est davantage d'ailleurs une pratique qui est possible dans le off, où il y a tout un système de personnes qui distribuent des tracts, des parades, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour les plus jeunes de choisir des spectacles et les activités qui leur conviennent. Et donc les grands-parents vont permettre de vivre cette expérience, ces expériences variées, mais aussi dans le but de créer une mémoire commune et familiale, parce qu'on se rend compte que les grands-parents accueillent souvent les cousins-cousines du même âge pendant leurs vacances à Avignon. Donc j'ai pris l'entretien de Francine qui nous explique « On a 5 petits-enfants, on ne les emmenait pas tous en même temps, ils n'ont pas le même âge en plus, donc l'aîné venait toute seule, et puis ensuite ils venaient 2 par 2, cousins, cousines, c'était la fête ». Donc finalement, on se rend compte que ce schéma un peu vertical, descendant, qu'on peut éventuellement connaître, laisse place vraiment à une réciprocité dans le processus de transmission, parce que chaque grand-parent interrogé va laisser de la place et accorder vraiment une importance aux échanges, avant et ou après la représentation. Donc ça montre vraiment que la réception se construit aussi dans l'échange. Et c'est l'occasion pour eux d'apprendre à connaître davantage leurs petits-enfants, leurs goûts, et de se questionner sur leur propre perception et leur propre goût artistique. Claude Giraud, je me suis appuyée sur les travaux de Claude Giraud, qui estime que dans un processus de transmission, tous les membres en fait sont affectés, celui qui transmet et celui qui reçoit. Et c'est le cas de Magda, qui est allée voir le petit chaperon rouge de la compagnie Das Plateau en 2022, avec ses petits-enfants, et qui raconte, c'est vraiment intéressant pour des grands-parents d'aller voir des pièces avec des enfants, parce qu'on la voit en même temps avec des autres yeux. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement une inculcation des valeurs d'une génération à une autre, mais plutôt une forme d'aller-retour. Et je reprends encore une fois les mots de Claudine Athias-Donfu et Martine Ségalen qui parlent de grand-parentalité. Et on a remarqué que la grand-parentalité est différente de la parentalité. C'est quelque chose qui va s'apprendre parce que les grands-parents n'ont pas partagé toujours ce genre de moments avec leurs propres enfants. Alors il y a différentes raisons qui sont évoquées, parfois c'est le budget, c'était les premiers boulots, plusieurs enfants à charge, des enfants jeunes, etc. Donc c'était difficile pour eux et c'est un coût de venir au festival. On a eu aussi comme raison le manque de propositions pour les plus jeunes qui a été beaucoup évoqué mais qui a beaucoup évolué selon le discours de nos enquêtés. Notamment Françoise qui nous explique: nous allions au Festival d'Avignon comme jeunes mariés pendant plusieurs années et puis petit creux dans notre fréquentation avec l'arrivée des enfants. Ils étaient petits, c'était plus compliqué. Nous sommes retournés au Festival d'Avignon quand l'aînée de nos enfants, notre fille, a eu 14 ans. Parce qu'elle avait l'âge d'aller au festival. Et puis il faut dire qu'à cette époque, donc dans les années 70-80, il n'y avait pas tellement de spectacles dédiés au jeune public. On ne pouvait pas passer une semaine à Avignon avec des enfants. Il n'y avait pas de quoi les nourrir comme il y a maintenant. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, en fait, c'est l'absence de motivation. Enfin, c'est-à-dire que c'est la garde des petits-enfants qui a impulsé l'avenue au Festival d'Avignon. Odile nous dit l'occupation, c'était d'aller au festival. Donc on se rend compte qu'il y a une importance des temps sociaux en fait, sur les pratiques culturelles, le fait d'avoir ou non des enfants, son job, la situation financière, les relations conjugales, etc. peuvent un peu conditionner, avoir une influence sur le temps libre. Et donc, ces moments de partage sont aussi des moments de découverte et de première fois. Donc, au-delà du fait que les grands-parents accompagnent leurs petits-enfants pour la première fois au Festival d'Avignon et qu'ils les préparent à ce rituel de passage, en fait, c'est-à-dire cette transition vers le statut de festivalier, eux-mêmes vont vivre des premières fois avec leurs petits-enfants. Et donc j'ai pris une citation de Damien Malinas qui dit le Festival d'Avignon fait partie de ces îlots qui forment un de ces mondes où la diversité de générations du public avignonnais permet de vivre des premières fois jusque dans des âges qui dépassent largement celui de l'autonomie adolescente. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, on peut se faire et refaire sa première fois au festival. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les entretiens avec les grands-parents. On a la première fois en couple, la première fois entre amis, la première fois avec les petits-enfants, etc., etc. Donc en fait, ces grands-parents, ils vont devenir, par cette expérience, un public participant, donc au sens villarien du terme, c'est-à-dire un public actif qui va réitérer sa participation, qui va s'approprier l'univers, ses contraintes, et qui va s'engager aussi, donc engagement selon plusieurs aspects, un engagement intellectuel, corporel, en juillet au Festival d'Avignon avec la chaleur, etc., mais aussi un engagement financier. C'est un coût de venir au Festival d'Avignon avec ses petits-enfants, donc c'est un plus grand logement, c'est plus de billets de spectacle à acheter. Donc les parents participent parfois financièrement sur cet aspect-là, mais pas toujours. Et ils vont devenir aussi un public médiateur, donc cette fois au sens d'Emmanuel Etis, c'est-à-dire qu'ils vont endosser la responsabilité de
prescripteurs culturels, donc dans leur cercle de sociabilité. Ils vont accompagner, proposer un cadre d'interprétation. En fait, ils vont donner les moyens d'accéder aux œuvres et aux pratiques, donc ça c'est très important, tout en laissant une part de liberté et d'appropriation. Mais c'est une prescription qui requiert une compétence, une connaissance fine de l'institution en fait, pour un peu asseoir la crédibilité des grands-parents. Voilà. Et donc en fait, ils sont souvent convaincus de la nécessité de l'art et de la culture dans l'épanouissement, dans la construction identitaire des plus jeunes. Et ils vont devenir, selon notre enquête, des acteurs de la chaîne de coopération qui est l'EAC, donc selon le Howard Baker, mais aussi la chaîne de médiation qui est l'EAC au sens de Marie-Christine Bordeaux et François Deschamps. En fait, ils vont créer les conditions de la rencontre, de la pratique et de la connaissance, notamment avec des outils qui sont mis en place par le Festival d'Avignon, comme le guide du jeune spectateur, mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Mais autre élément très important et qui est revenu dans la quasi-totalité de nos entretiens, c'est que le capital culturel que les grands-parents vont fournir à ces petits-enfants possède une dimension matérielle. Donc en fait, ils vont accorder une valeur symbolique à tout un tas d'objets qui peuvent avoir différents statuts, différentes natures. Donc ça peut être des flyers, des billets de spectacle, des menus de restaurant, des articles de presse, etc. Mais tous vont avoir une valeur singulière. Donc ils vont prendre différentes formes, donc ça peut être, selon les enquêtés, des classeurs, des cahiers d'Avignon, des cahiers souvenirs, etc. Mais ils sont conservés vraiment dans un objectif précis, c'est se créer des souvenirs qui vont faire l'objet de discussions les années à venir. Et donc cette collecte d'impressions et de souvenirs, elle aussi, elle évolue au fil des âges. D'abord, c'est les grands-parents qui vont remplir ces carnets en écrivant les impressions des plus jeunes, etc. Parfois, c'est agrémenté de petits dessins. Et puis, c'est au tour des petits-enfants de remplir ces cahiers. Alors, certains préfèrent un système de notation et de classement qui renvoie un peu à la forme scolaire. On a pas mal de travaux qui parlent de cette idée-là. Mais ça devient vraiment une tradition. Et donc, quand j'ai interrogé, quand j'ai pu le faire, les petits-enfants, donc j'ai Lila, 19 ans par exemple, qui nous raconte que ça reste une tradition incontournable. Je continue à dessiner, à écrire, et je fais un peu les deux, sinon je ne suis pas satisfaite. J'ai l'impression qu'on va perdre un spectacle dans nos cahiers si je ne le fais pas. Chaque année, on les re-regarde en famille, et c'est drôle de se lire quand on avait 12 ans, et de voir à quel point on a changé. Donc finalement, les grands-parents vont proposer un environnement qui va permettre aux petits-enfants d'explorer leur potentiel créatif, de s'exprimer par différents moyens, ça peut être les échanges, le dessin, l'écriture, et d'appartenir à cette communauté des spectateurs d'Avignon. Et il y a un autre élément important, je crois que c'est Sylvia Octobre qui travaille sur l'idée de compétences transférables et transversales dans d'autres domaines. Donc l'idée, ça serait éventuellement de dire qu'on peut acquérir des compétences au Festival d'Avignon qui peuvent être transférables à l'école, par exemple, et vice-versa. Mais c'est quelque chose qui est difficile à mesurer et à analyser. J'ai encore un peu... C'est bon, j'aurais fini. Simplement pour noter que les petits-enfants de nos enquêtes sont généralement déjà baignés dans un univers artistique et culturel depuis toujours. En fait, ce sont des enfants de régisseurs, ce sont des étudiants en classe préparatoire littéraire, par exemple. Et en fait, ils ont des pratiques culturelles et artistiques. Je vois des regards, oui. Ils ont des pratiques culturelles et artistiques tout au long de l'année. Pas forcément du théâtre, mais ça peut être de la musique, du dessin, etc. Et je terminerai cette communication par deux limites en fait, qui sont apparues très rapidement dans notre enquête. La première, c'est la confusion Festival d'Avignon, Festival In, entre guillemets, là c'est pas une appellation qui est officielle, mais et Festival Off, dans les réponses en fait à notre enquête par questionnaire. Ce qui nous emmène à prendre en entretien des personnes qui emmènent leurs petits-enfants seulement au Festival Off, ce qui est tout à fait intéressant, mais qui n'est pas le cœur de mon enquête. L'offre n'est pas la même, donc voilà, c'est difficile à mettre en comparaison. Et la deuxième limite, c'est le manque de suivi, d'observation sur le long terme des plus jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils continueront de venir au Festival d'Avignon, seuls ou avec leurs amis ? Comment savoir quelle place prend l'événement dans leur carrière de spectateur ? Quelle trace il va laisser dans leur mémoire, dans leur pratique ? Alors, on a quelques pistes dans nos entretiens, mais c'est vraiment des choses qui sont à approfondir. Par exemple, Lila, qui est en classe préparatoire littéraire, qui nous dit « Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai vus en étant enfant au festival qui ont construit ma culture générale. Dans le cadre de mes études, c'est indispensable. »
Mais voilà, ça reste des pistes à creuser. Et donc, comme je vous le disais en début de communication, c'est une enquête qui se poursuit avec de nouvelles pistes, de nouvelles envies et perspectives. Et donc, on a notamment gardé tous les coordonnées des grands-parents qu'on a interrogés pour éventuellement penser à un nouveau protocole d'enquête pour essayer de les suivre sur un plus long terme, si c'est possible et s'ils sont d'accord. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On peut lancer ce temps de dialogue. Vous pouvez aussi dialoguer entre vous et vous poser des questions. Stéphane. C'est plus une remarque qu'une question. En fait, on a abordé l'environnement de l'habitat en EHPAD, d'une certaine manière, des lieux de pratique culturelle. Et moi, ce qui me semble important aussi de prendre en considération, c'est la question de l'habitat, du lieu de vie des personnes âgées, qui est étudié dans de nombreuses situations. Il y a, pour exemple, les lieux de vie familiales, où les personnes âgées sont avec un entourage qui n'est pas seulement celui d'autres personnes âgées. Il y a le béguinage, qui revient quand même beaucoup en questionnement et à la mode d'une certaine manière. Tout ce qui relève de l'habitat participatif et partagé, de nombreuses initiatives à l'âge, la maison de la diversité et toutes les formes d'investissement collectif dans un habitat où on organise différentes villas, différentes activités communes dans des lieux de vie communes. Et je pense que là, il y a un manque de réflexion et de travail sur la dimension culturelle de cette vie-là. On se rend compte dans les personnes, les collectifs qui mettent en place ce type de dynamique, qu'il y a une vraie réflexion sur le lien social, sur la vie partagée, sur la vie dite culturelle qui est plutôt de loisirs, mais il n'y a pas d'accompagnement de ces dynamiques-là en règle générale. Est-ce que c'est des sujets que vous travaillez, que vous observez, ou qui sont dans d'autres travaux de recherche? Oui, je pense, mais merci beaucoup pour la question, c'est très important et c'est vrai que c'est quelque chose, vous parliez tout à l'heure de quelque chose des descendants, et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on propose, en tout cas je dis on, les artistes proposent des activités pour les EHPAD, mais en tout cas pour ces projets-là, les Bladers, et ce qui était intéressant, c'était que c'était à 360. Donc, ils ont vraiment imaginé l'espace de vie et les familles qui allaient voir ces personnes-là. Et encore plus important, moi, je trouve que c'était, à la fin de cet ouvrage, je veux le faire passer, hein, il y a quand même la parole des soignants. Moi, je trouve qu'en fait, on oublie souvent, on dit les personnes âgées, donc on pense aux personnes à qui on s'adresse. C'est pareil pour les écoles, on pense aux enfants. Mais on oublie les enseignants, on oublie les chefs d'établissement souvent. Et donc je pense que c'est très important de se poser la question que cet espace de vie, c'est d'investissement collectif, comme vous l'appelez, d'habitat. Il y a aussi des personnes, des professionnels qui sont là. Donc en tout cas, pour ces projets-là, la question a été posée. Et c'est aussi la demande de la directrice de l'EHPAD qui était très engagée en fait, dans ce projet-là. Et ils ont donné vraiment la parole aux aides-soignantes. Et c'était magnifique parce que du coup, en fait, ça donne le côté humain qu'on oublie parfois dans ces démarches-là. Moi, votre remarque m'a plutôt évoqué en fait le domicile, ouais. Parce que je pense que dans tous ces habitats dont vous avez parlé, l'habitat participatif, c'est du collectif. Donc, ça va être plus facile quand même d'aborder les personnes. Elles ne sont pas seules. Alors que la plupart d'entre nous, quand on sera âgé, on sera plutôt à domicile. Et c'est la volonté en fait de beaucoup de personnes âgées de rester à domicile. Et là, ça me questionne beaucoup parce qu'alors là, pour les atteindre. Et d'ailleurs, moi, pour les entretiens que j'ai faits, j'ai eu plein de refus en fait de personnes âgées à domicile. J'ai pu aller dans les EHPAD parce que j'étais introduite par l'animateur, l'animatrice, par la directrice, mais les personnes âgées à domicile, j'ai eu au moins 4-5 refus. Il n'y a qu'un seul entretien que j'ai pu faire parce qu'en fait, là, voilà, c'est accueillir quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas. Parfois même, c'est l'aidant qui fait un peu barrière parce qu'il veut créer tellement un univers sécurisé autour de la personne qui est à la maison que l'intrusion d'une nouvelle personne, ça devient problématique. Alors, il y a une piste, je trouve, une belle ouverture, c'est qu'à partir de janvier 2024, mais comment ça va être mis en place, on ne sait pas encore, il va y avoir 2 heures de vie sociale obligatoires pour toutes les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc, ces 2 heures de vie sociale, moi, je pense que là, il y a possibilité de travailler avec les acteurs de terrain sur comment est-ce qu'on peut bien utiliser ces 2 heures de vie sociale, de quoi on vit les personnes.
Donc c'est une belle ouverture, je pense. Mais il faut surtout penser au domicile, parce que l'EHPAD, en fait, il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais c'est pas l'avenir, quoi. Ça va être, il va falloir que ce soit les départements qui ont la compétence qui les mettent en place, mais c'est une loi. C'est dans la loi sur la sécurité sociale. 2 heures de vie sociale. Obligatoire. Alors, c'est pour lutter contre... Alors, après, les 2 heures de vie sociale, ça peut être la personne... Pour l'instant, il y en a déjà des heures de vie sociale, parfois, dans certains plans personnalisés d'accompagnement. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et souvent, l'heure de vie sociale, c'est l'aide à domicile qui vient à la maison et qui discute ou qui regarde la télé, des fois. On regarde la télé avec la personne. Après, si c'est ce que la personne souhaite, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pour éviter le repli sur soi. Les 2 heures de vie sociale, la personne, j'espère, pourra l'utiliser comme elle a envie, quoi. Mais Bonjour, Élise Calvez, je suis directrice de l'ADEC, la maison du théâtre amateur à Rennes. Donc je salue particulièrement Marie-Christine Bordeaux qui a beaucoup travaillé sur ce sujet depuis longtemps. Et je le relie à notre sujet. J'ai été beaucoup intéressée par vos dispositifs et je m'interrogeais évidemment sur cette notion de culture et qu'est-ce qu'on en entend. Et pour vous donner un exemple de ce montage de projet aussi qui est parfois difficile parce qu'il se construit, et si on veut vraiment adopter les principes des droits culturels, qui se construit pas à pas et avec les personnes. Je vous donnerai un exemple. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par une psychologue d'EHPAD à Rennes, qui elle-même fait du théâtre amateur à côté, comme quoi les doubles vies sont utiles, et qui me dit on a un groupe de personnes âgées, beaucoup de femmes, quelques hommes, et on cherchait un sujet de discussion dans notre temps commun d'échange. Et puis, j'ai lancé le sujet comme ça en pensant que ça serait très éloigné d'elle, du théâtre. Qu'est-ce que ça représente pour elle, le théâtre? Et on voit cette idée qu'il faut rapprocher des mondes qui nous semblent très lointains, de l'art, de la culture, en présupposant que parce qu'on est âgé, on n'aurait pas de pratique ou de culturelle. Souvent, c'est un peu le... Et en fait, à sa grande surprise, elle s'est rendue compte que les 3/4 du groupe avaient pratiqué le théâtre en fait dans leur jeunesse, un théâtre de patronage, un théâtre dans les communes, un théâtre intergénérationnel déjà, dans des troupes qui étaient reliées à leur quotidien, mais qu'elles avaient cette notion de répétition, de texte, de spectacle, que c'était un chemin de vie aussi pour elles, parce que parfois elles avaient rencontré leur femme, leur mari au sein de ces groupes, et qu'en fait ça leur parlait. Et elle-même, en fait, elle s'est retrouvée surprise de ses propres représentations, puisqu'elle se disait que ça serait très très loin d'elle, le théâtre. Et en fait, c'était dans leur quotidien. Et à force d'en parler avec elle, ces personnes ont réactivé des souvenirs. Donc au début, on était bien sur des enjeux d'expression, de mémoire. Et puis petit à petit, évidemment, il y a eu l'envie de se dire, mais par étapes, et c'était pas plaqué à l'avance, de dire, on va faire un groupe théâtre, du coup, dans l'EHPAD, puisque vous êtes... 3/4 des personnes à en avoir fait, allons-y. Et elles s'y sont mises comme ça, avec les moyens du bord. Là, je vous parle sans moyens supplémentaires. Ce n'était pas un projet qui venait d'une structure culturelle, ou ça venait de ces personnes-là. Elles ont répété pendant quelques temps. Et en février dernier, elles sont venues me rencontrer en me disant, nous, on a un théâtre et puis des costumes et tout ça. Est-ce qu'on pourrait faire une visite ? Et ça a été une visite très riche en émotions, et pour les personnes et pour nous aussi, à vrai dire. On s'est rendu compte qu'il y avait une dame qui habitait le quartier, qui avait toute une connaissance du quartier, qu'elles étaient passionnées par les costumes notamment, tout l'art de cette fabrication vraiment artisanale du théâtre, et que sur scène, il y avait des personnes pour qui ça réactivait des souvenirs en fait très anciens. Voilà, et puis à force de leur dire, maintenant continuez, votre troupe, c'est quoi le nom de votre troupe dans l'EHPAD? Comment va se monter le spectacle? Et puis là, c'est l'interlocutrice qui me dit, là, nous, on est arrivé un petit peu au bout de nos compétences d'animation, de psychologie, d'accompagnement, et donc on aurait besoin maintenant, pour franchir un pas au-dessus, d'un artiste professionnel pour nous aider à aller plus loin. Et donc, on s'est mis en relation. Moi, il y a des gens avec qui, évidemment, je pensais déjà, avec qui on travaille. Et donc là, au début, c'était 2-3 séances, mais c'est pour vous dire que ça s'est pensé au début comme une expérimentation à 2-3 séances. Et elles m'ont renvoyé un message en me disant, non, mais là, il faut qu'on travaille plus longtemps avec cet artiste, ça se passe hyper bien. On a envie de creuser, et puis que le spectacle donc, se fasse dans la salle de spectacle du quartier, à côté de l'EHPAD, en décembre. Et là, du coup, on arrive à rechercher donc, des moyens. Et on voit bien que du coup, cette construction-là, par étapes, elle rentre difficilement dans les cases en fait, des dispositifs.
parce que le dispositif, il faudrait avoir ficelé le projet dès le départ, si possible avec, voilà, 1 an avant, si possible avec des artistes qui ont une démarche reconnue, ambitieuse, voire avec une éloge de l'originalité ou de la créativité à tout prix. Or, là, si on partait vraiment des besoins et des envies, des désirs des gens, ça s'est fait par étapes avec les moyens du bord, beaucoup de bonne volonté. On a aussi noté l'énorme, souvent, poids du bénévolat dans toutes ces activités, donc quel poids on lui donne et à quel moment on y met des sous aussi. Parce que, voilà. Et puis, voilà, pour vous dire que moi, j'ai hâte de voir cette création. Je pense qu'elle sera très riche parce qu'elle a été portée et voulue par les personnes, en travaillant avec l'artiste qui a vraiment une démarche pour le coup vraiment artistique qu'elle portera sur ce travail, mais que je ne sais pas encore exactement comment ils vont boucler le budget, puisque, rappelons-le, ça s'inscrit aussi, et on va le redire, dans des économies actuellement des EHPAD extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, avec des personnels aussi qui sont déjà extrêmement sollicités et à bout. Donc venir en plus rajouter des choses pas financées et bénévoles, c'est plein de charme et on est tous ravis, mais à un moment il faut des sous et on ne peut pas faire fi de la situation non plus des EHPAD en ce moment. Voilà, j'en ai fini. Merci. Ça nous permet de prendre une troisième prise de parole. C'est à vous. Ça m'a fait penser effectivement à la question des financements, qui est au cœur de tout projet d'éducation artistique et culturelle, quel que soit l'âge auquel on fait référence, et en particulier avec les dispositifs nationaux, par exemple le Printemps des poètes, dans lequel on s'était inscrit il y a quelques années avec un département, la DAC, donc puisque je suis DAC, et un hôpital, et un travail qui avait été fait avec une unité Alzheimer, dans laquelle on a travaillé toute l'année en N-1 sur l'idée de préparer disons les différentes personnes qui étaient plus ou moins atteintes, qui en tout cas, soit certaines avec des jets, soit plus profonds, dans lesquels on avait travaillé sur la mémoire avec une collecte avec le département qui permettait de travailler sur les souvenirs qu'on réactivait autour de la poésie, avec l'intervenante, bien sûr, d'une artiste, une poète, qui était intervenue en amont avec les élèves. C'était des classes de 4e et de 3e qui avaient travaillé donc en binôme, en écriture à 4 mains, avec les locataires, disons, de l'hôpital. Et ça avait été une expérience absolument extraordinaire. Et comme vous le disiez, aussi cette approche de la mort, pour des adolescents, il a fallu aussi qu'on les accompagne psychologiquement, parce qu'en cours d'année, on a quelqu'un qui est décédé, donc un binôme qui s'est... Et ça a été, il a fallu accompagner ça et vivre ça avec des gens qui ne sont pas leurs grands-parents. Bon, pensez de grand-parentalité, mais un grand-parent, ça peut être un grand-parent de substitution. Et ça peut être aussi un petit enfant ou des petits-enfants de substitution. Et ça a permis de faire quelque chose qui était un projet, moi, qui m'a profondément marqué avant d'être DAC, dans ma carrière d'enseignante, parce qu'on lisait une mémoire affective et on travaillait sur des réminiscences. Et les personnels soignants nous disaient à quel point ça les avait fait avancer dans leur travail sur la prise en charge d'Alzheimer. Et tous n'étaient pas atteints d'Alzheimer, mais certains l'étaient, ou d'une autre type de démence. Et je crois qu'on a tous à gagner dans ce type d'expérience. Mais c'est vrai que le financement qui nous avait été donné dans le cadre d'un dispositif national qui était quelque part préfinancé, dans lequel il y avait eu des apports ensuite par le biais d'une convention, donc c'est quelque chose parfois d'un petit peu plus complexe, mais qui permet aussi, comme on le fait avec la petite enfance, on les rentre dans les conventions générales de AC qu'on passe avec les collectivités. On peut très bien imaginer d'avoir une partie dans la convention qui évoque justement ces questions-là et qui prend en compte ces différents publics et qui le transforme en un projet qui peut être tout à fait régénérant, à la fois pour les publics des EHPAD ou d'autres publics, comme justement ces jeunes collégiens qui ont été tout à fait ravis de participer à ce projet, ainsi que les parents, parce qu'il faut que je rajoute que les parents étaient bien sûr tout à fait d'accord. Alors, merci beaucoup pour l'exposé de vos recherches qui nous montre les difficultés posées par les divisions du travail administratif. En DRAC, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'éducation artistique, mais les autres types de publics, souvent c'est quelqu'un d'autre ou quelques autres, alors qu'on voit bien que ce sont des chaînes de médiation et que l'éducation artistique, dès le plus jeune âge, fabrique des individus qui vont s'intéresser à la culture et qui, eux, à leur tour, dans la parentalité ou la grande parentalité, vont pouvoir aussi transmettre quelque chose de cette expérience.
à travers ce que Klaus nous a présenté, il y aura beaucoup de choses à dire, mais une que je tiens à dire plus particulièrement, je suis sûre qu'il y tient lui aussi, c'est le rôle, là pour le coup, je ne le dis pas toujours systématiquement à propos des artistes, hein, c'est un peu une idée toute faite de dire que les artistes sont à l'avant-garde ou aux avant-postes de tout, mais dans la relation avec les générations les plus anciennes, oui, sont souvent aux avant-postes, et c'est à travers des démarches artistiques que des artistes peuvent nous montrer comment on peut partager la danse contemporaine, l'art contemporain, le théâtre. Il n'y a pas que les artistes. On a eu dans la salle un témoignage qui rappelle que le mouvement associatif a longtemps été porteur de ça et aujourd'hui n'est pas toujours en mesure de le faire pour des raisons de soutien financier. Et puis, j'avais une suggestion, mais vraiment en forme de plaisanterie pour toi. Est-ce que tu as pensé à t'intéresser à tous les grands-parents qui vont au Festival d'Avignon, qui n'y vont pas avec leurs petits-enfants pour plein de raisons, et comment ils imaginent transmettre quelque chose de l'amour du théâtre ou de la danse à leurs petits-enfants, mais à partir d'expériences qu'ils n'ont pas nécessairement partagées in situ. Mais c'était vraiment pour apporter un prolongement. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter, puis au moment du déjeuner, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voudrez. Tu vas nous revenir avec les mots qui ne sont pas les mots du poète, mais j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Catel, qui est une grande dame, disons-le, de la relation théâtre-éducation. Donc tu es coordinatrice nationale art-culture à l'OCCE et tu as une activité inlassable d'invention, de projets, de dispositifs. Je pense à Théa, par exemple, hein, qui organise la rencontre avec les écritures théâtrales contemporaines, des bals que tu organises avec le Théâtre national de Chaillot, une opération comme École en poésie. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de l'enfance de 6 à 11 ans au cœur du processus d'éducation artistique, qui est un sujet que tu as abordé tout au long de ta vie engagée. Alors, pas tout à fait, en fait, Marie-Christine, parce que j'ai été, comme Ramita, interpellée pour changer mon propos. Mais je vais quand même vous en parler. Mais en fait, je l'ignorais en tant que coordinatrice de la table ronde. Donc, vous voyez, on s'ajuste en direct. Voilà. Et donc, en fait, l'intervention d'aujourd'hui que je vous propose, je l'ai intitulée « Traversée des âges et transmission des artistes et auteurs en dialogue avec l'enfance ». Alors, en premier lieu, bien sûr, je vous remercie de m'accueillir pour cette journée d'études. Et j'en suis d'autant plus heureuse que, à la fois, je découvre l'INSEAC sur site, même si, évidemment, je le connais avec beaucoup d'intérêt depuis la jeunesse du projet. Et aussi, vous allez trouver ça anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est aussi un retour sur le lieu de ma pratique, qui est né il y a plus de 40 ans en Côte-d'Armor, en particulier Saint-Brieuc-Paimpol-Guingamp, 3 villes où j'ai vécu et travaillé avant que de rejoindre des fonctions nationales depuis un siège à Paris. Et encore plus anecdotique, pratique aussi née en 1980 au château de la Roche-Aiguë, où jeune institutrice en formation, j'étais à l'école normale à Saint-Brieuc. J'ai conduit en compagnie d'artistes durant l'été des pratiques à destination des enfants et des familles. Alors, je continue en disant si l'éducation artistique est l'endroit des étonnements, voire des émerveillements, je dois en préambule vous avouer combien je suis étonnée de prendre la parole dans la présente table ronde. Donc, je coupe la phrase puisque nous en avons déjà parlé. Permettez-moi tout de même de vous présenter, même si chère Marie-Christine, tu as déjà introduit les choses, le contexte de mon expérience et de la réflexion qui la constitue. Donc, OCCE, Office central de la coopération à l'école, c'est un mouvement pédagogique de statut associatif né en 1928. Donc pédagogie coopérative, organisée en fédération de 102 associations départementales, dont les 5 millions d'adhérents sont essentiellement des enfants, élèves et leurs professeurs. Le CCE a pour particularité, au sein d'autres associations nationales d'éducation populaire, partenaires du ministère de l'Éducation nationale, d'agir principalement, voire exclusivement à l'intérieur de la sphère scolaire,
ou depuis la sphère scolaire. Alors, parmi les nombreux champs d'action de l'ECCE, donc tous les domaines de connaissance de l'école, en fait, avec une accentuation du côté de la citoyenneté, des droits de l'enfant, de l'émancipation de l'enfant sujet, de la solidarité. Donc, je suis responsable du réseau Art-Culture, culture artistique et littéraire, qui décline donc l'éducation artistique et culturelle par le prisme de la coopération, coopérer par l'art. Alors, je veux aussi souligner que je suis depuis longtemps membre de l'ANRAT, qui cette fois est l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, théâtre-éducation, dont j'ai été vice-présidente lors des présidences de Jacques Lassalle, de Joël Joanneau et d'Emmanuel de Marcy-Motta, qui est toujours l'actuel président de l'ANRAT. Et aujourd'hui, je demeure membre du bureau national de l'ANRAT et j'y suis aussi formatrice, notamment lors du séminaire ANRAT en Avignon, avec le festival IN. Alors, je m'autorise cette mention car les raisons d'être de l'ANRAT, qui réunit depuis 40 ans des professionnels du théâtre et des professionnels de l'éducation, féconde l'action de l'ECCE en matière d'éducation artistique et culturelle, notamment sur 2 principes majeurs, le partenariat artiste-enseignant et la formation. Je vais passer peut-être un peu vite. Je voulais vous développer un petit peu ce que sont TA, Balzan-Liens et École en poésie. Je m'attarde un petit peu tout de même, Marie-Christine. Oui, d'accord. Voilà, même si tu les as déjà cités. Donc, TA, dans le domaine du théâtre, favorise la rencontre entre des enfants, quelquefois les adolescents, mais c'est beaucoup l'école primaire, le collège aussi, et les écritures théâtrales contemporaines jeunesse. TA à 19 ans, concerne chaque année 700 classes, donc soit près de 20 000 enfants, en temps scolaire et en classes entières dans environ 60% du territoire français. TA invite chaque nouvelle année un auteur vivant publié, quelquefois 2, dont les textes vont traverser et être traversés par des enfants et les adultes qui les accompagnent dans des pratiques du lire, du dire, du jouer, le jeu théâtral, du voir, aller au spectacle dans des lieux dédiés, et du partage. Organisation de rencontres TA, environ 150 journées par an dans des théâtres, un peu partout. TA convie donc la complicité d'auteurs, 24 à ce jour. Alors j'avais prévu de vous les citer, mais comme il y aura des actes, vous les retrouverez. Voilà. Hein. Donc ça a commencé par Suzanne Lebeau. Et ça, cette année, c'est Sophie Merceron, Grand Prix de littérature dramatique jeunesse. Voilà. Vous les retrouverez, les noms. Voilà. Et convie évidemment, bien entendu, des compagnies. Des comédiennes, des comédiens, des danseuses, des danseurs, parfois des marionnettistes, parfois des circassiens, des circassiennes, des chorégraphes. Environ 200 compagnies attachées à TA au niveau national, qui œuvrent aux côtés donc, des enfants et des enseignants. Et puis, bien sûr, des théâtres, hein, depuis des centres dramatiques nationaux jusqu'à des théâtres de ville conventionnés, voilà, des théâtres de toute dimension. Des médiathèques et le compagnonnage, très important pour nous, des éditeurs de théâtre. Alors, outre ces partenariats, théâtre-éducation, une place majeure est confiée à la formation des adultes. Donc, quand on parle des adultes, on parle à la fois des artistes et des enseignants, mais ça peut être aussi d'autres métiers. On peut avoir des médiateurs, des bibliothécaires, bon, etc., dont 2 formations annuelles nationales, l'une à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, au Centre national des écritures de spectacle, depuis 2002, et puis une autre chaque année dans une région différente. Donc l'année dernière, par exemple, on était à la Comédie de Reims, Centre dramatique national, et cette année, nous serons au Théâtre de l'Union, aussi Centre dramatique national, à Limoges cette fois. Ça, c'est pour TA, en allant très vite. Balzan-Liens et École en poésie sont les petites sœurs de TA. Elles n'ont que 12 ans.
Balles-en-Liance, pour laquelle formation et recherche se nourrissent d'un accueil partenarial, donc HAIO, Théâtre National de la Danse, et des contributions de deux artistes chorégraphiques très importantes pour nous, Joëlle Ifric, qui est l'assistante de José Montalvo, et puis Dominique Verpraet, se définit comme un parcours de danse contemporaine qui va conduire au bal, conçu comme des cérémonies joyeuses de danse à vivre et partager dans une vingtaine de départements. École en poésie, conçu et conduit avec le Printemps des poètes pour que le poème s'invite dans le quotidien et l'extraordinaire des classes et rayonne depuis l'école. Peut-être École en poésie est-elle celle de nos actions qui fiancent le plus justement la traversée des âges, celle des langues, les différentes langues, et aussi la transversalité des arts, parce qu'il y a tout ça dans École en poésie. Donc, cette action nationale comporte le label École en poésie, donc 500 établissements labellisés en France et aussi ailleurs, beaucoup d'établissements français à l'étranger, des formations, des journées nationales, Grand jour tout en poème, une opération photo-poème dont nous allons fêter la 11e édition, de nombreux poètes vivants aussi s'y associent. Alors, le premier, c'était Zéno Bianu. Évidemment, il y a eu le breton Yvon Lemaine, qui est quand même très connu ici. Et cette année, ce sera Timothéo, qui est belge. Et il y a des poétesses aussi, hein, mais voilà, je ne vous les cite pas. Alors, il me fallait passer par ces succincts descriptifs pour vous proposer la réflexion qui nous relie à la thématique de cette table ronde, hein, le grand âge. De ce qui fait commun dans ces trois actions, bien entendu, les trois piliers connus de tout le monde ici. Rencontre des artistes, auteurs, œuvres, la pratique, la connaissance. Et vous aurez noté peut-être qu'à l'ECCE, pratique et culture artistique en compagnie d'artistes et d'auteurs et se fondant sur des œuvres contemporaines. Je vous propose d'aborder le sujet de la transmission entre artistes et de la co-formation entre artistes expérimentés et plus jeunes artistes concernés par l'éducation artistique et culturelle. Il me reste un petit peu de temps, Marie-Christine. C'est exactement 7 minutes. 7 minutes, c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons prendre l'exemple de la danse, car c'est en danse d'abord que nous, au CCE, nous avons à inventer des solutions, ce à quoi nous convie aussi le ministère de la Culture et certaines DRAC qui nous demandent d'y réfléchir avec eux. Et nous ne sommes pas sans savoir, peut-être pas du côté du grand âge, mais en tout cas qu'une attention particulière est portée actuellement par les deux ministères, Éducation nationale et culture, sur la question de la danse en milieu scolaire et sur la question de la danse en milieu scolaire en direction de l'école primaire. Donc c'est une question qui recoupe nos sujets. Alors, là, pour Balles-en-Liance et pour d'autres actions sans doute aussi, que ce soit en danse, en théâtre, en cinéma, en art plastique, en musique, en architecture, en poésie, ad libitum, nous sommes en recherche, nous sommes en quête, en appétit des artistes et autres professionnels de la culture qui vont s'engager dans des processus d'éducation artistique. Ou mieux, nous faisons connaître que l'acte de transmission est tissé à l'acte de création. Et que cela est passionnant. Là, j'ai une question complexe. Beaucoup d'artistes, mais vous le savez, surtout jeunes dans leur parcours, sont d'abord attachés à leur propre définition par leur acte de création. Être au monde, s'affirmer, trouver place, être reconnu par son geste artistique. Viennent se mêler et parfois un peu empêcher la clarté des aspects économiques. Pour des artistes qui sont jeunes dans leur parcours, vivre de son art et accepter de collaborer à la transmission auprès de bébés, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de vieillards ordinaires ou porteurs de handicap. Notre défi, au-delà de tout jugement, même s'il y a beaucoup d'interrogations. Voyez, les résidences d'artistes où plus de temps et d'énergie sont consacrés au partage avec les publics qu'à l'acte d'écriture, de recherche ou de composition.
Voilà, c'est une question que nous avons en partage. Donc, notre défi sera d'indiquer que la transmission est substrat de création. Il me faudrait inventer avec vous une formule qui serait cousine de celle dont nous usons pour le tutorat et autres partages de connaissances, à savoir, on n'apprend jamais mieux que ce qu'on enseigne. On transmet jamais mieux que ce qu'on... Non, on ne crée jamais mieux que ce qu'on partage et transmet. Voilà, quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on ait le temps de le faire aujourd'hui, mais ce ne sera sans doute pas le cas. Donc, en danse, pour nous, la question, c'est dans les territoires d'engager et d'enthousiasmer de jeunes artistes chorégraphiques dans des parcours d'éducation artistique, quand elles et eux sont surtout désireux de danser. Me vient aussi à l'esprit la rencontre d'une circassienne de 40 ans qui m'a accordé un entretien pour un article de notre revue et qui m'indiquait qu'en cirque contemporain, je disais en cirque contemporain, quand même la poétique compte plus que la performance. Elle me dit non, la poétique survient quand s'évanouit la performance parce que nos corps sont fatigués. Est-ce que ça rallie à ce qu'évoque Laure Adler dans votre dossier? Je vous relis ce que dit Laure Adler parce que c'est beau. Se mettre en veilleuse de soi, n'est-ce pas cela, commencer à accepter de vieillir, acérer l'investigation personnelle, exciter la curiosité, se donner plus aux autres que s'adonner à soi? Trouver de nouveaux rythmes, ouvrir de nouvelles cases, s'étonner soi-même, se moquer des injonctions, puisqu'on n'a plus grand-chose à perdre. Connaître sa chance de conserver ses possibles, juste là, en ce moment, au lieu de se cantonner à la déploration de ce qui a été. C'est une citation de son livre « La voyageuse de la nuit » chez Grasset. Alors, il doit me rester 1 minute et demie. À la fin du siècle dernier a existé en danse un mouvement formidable que nous devons à Marcel Bonjour. On pourrait aussi évoquer Françoise Dupuis, bien sûr. Marcel Bonjour a créé par l'événement Association Danse au Cœur à Chartres une dynamique inouïe et unique nommée Danse à l'école. Les plus grands ou moins grands chorégraphes ont créé grâce à elle, avec les plus grands pédagogues ou des praticiens plus modestes de la pédagogie, un laboratoire expérimental qui a insufflé un immense mouvement. En Côte d'Armor, on en a beaucoup bénéficié, n'est-ce pas Céline ? Aujourd'hui, les danseurs et chorégraphes qui ont bénéficié et travaillé à ce mouvement gagnent en âge. On adore travailler avec eux, nous leur devons beaucoup. Mais, vous voyez, ils gagnent en âge. Le fonds d'archives de danse à l'école est déposé au Centre national de la danse de Pantin. Il me semble que le fond vivant de ce matri ou patrimoine de la danse est dans le corps et dans l'esprit de celles et ceux qui ont traversé et bâti ce laboratoire que l'on aimerait voir conservatoire, justement au sens du CNAM. À Bals-en-Liance, je poursuis la monstration par l'exemple, nous cherchons comment transmettre à ces jeunes danseurs ce qu'est l'atelier de danse tel que conçu par Danse à l'école, très différent du cours de danse. Quand on dit cours de danse, on va parler des enseignements au conservatoire, mais je vais très vite, donc je ne veux pas du tout jeter l'opprobre sur les conservatoires. Hein, mais voilà, c'est pas pareil, l'atelier de danse et le cours de danse. Ou les cours privés. Par exemple, le cours de tango pour les personnes de 70 ans et plus. Elles ont raison d'y aller, mais ce n'est pas un atelier de danse quand c'est un cours. Ou de différencier de l'enseignement de la danse aux adolescents collégiens qui est rattaché à l'éducation physique et sportive. C'est encore autre chose, l'atelier de danse, conduit par un enseignant et un artiste. Dégager aussi des pratiques somatiques de santé ou de développement personnel. Mais Carole, tout cela est aussi important, bien sûr, mais il n'est pas question de sérieux ici, hein, mais entre le noble et l'impur, hein, mais de savoir de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas de la même chose. Dans la transmission en danse, d'un danseur qui a l'expérience de l'atelier à un danseur qui est mu par un apprentissage plus technique ou esthétique et qui est plutôt un interprète.
Il s'agira, par exemple, ça nous importe beaucoup, de dépasser l'usage du modèle à reproduire. Je danse et je décompose pour que tu apprennes à danser comme moi ou mieux que moi, le maître et les disciples, ce qui, à mon sens, n'est pas l'éducation artistique, que l'on soit âgé de 8 ou 80 ans. J'ai une phrase. L'hypothèse que ces questionnements se répliquent en d'autres champs. Être d'un grand âge, s'immerger dans l'art de la sculpture, sculpter au bénéfice de la proximité avec un artiste, sans recours à l'apprentissage de la sculpture dans un cours, tout en savourant passionnément les œuvres de l'histoire de la sculpture. Je vous remercie de votre attention et je suis attentive à vos réflexions. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps du dialogue avec vous deux, parce que le temps nous presse. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir aidés, en particulier dans ce que tu as dit, Catel, sur l'idée que ce que l'on appelle le grand âge, d'abord, c'est extrêmement vaste, hein, mais que ça peut être aussi l'âge où on va pouvoir faire des choses qu'on n'a pas pu faire dans l'enfance. Et on voit beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Donc ce matin, on ne traitera pas la question de savoir si le grand âge fait partie de l'éducation artistique ou pas d'un point de vue institutionnel. Je dirais même que la question en soi n'est pas très intéressante. On a pu tisser des liens entre les âges de la vie grâce à vos recherches, grâce à vos expériences également. Je vais demander aux organisateurs de bien vouloir nous dire où se situe le déjeuner pour qu'on puisse s'y rendre ensemble. Donc, c'est au lycée. On se retrouve donc au lycée Auguste Pavie et en cheminant, vous pouvez dialoguer avec les intervenants et intervenantes de la table ronde que je remercie beaucoup. Merci. Alors je me réjouis particulièrement que vous soyez nombreux à assister et participer à cette table ronde, parce que l'âge dont nous allons parler, le grand âge, l'âge du vieillissement, est celui qui très souvent n'intéresse pas beaucoup les politiques de la culture, qui concernent peu les politiques de l'éducation. Et combien de fois avons-nous entendu dire « oui, mais dans la salle, il n'y avait que des personnes âgées », avec le sentiment, l'expression d'un échec. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, non pas parce que moi-même je m'achemine vers cet âge de la vie, mais je me dis que nous avons une focalisation sur la jeunesse qui est tout à fait compréhensible, surtout aujourd'hui. Nous allons parler d'éducation artistique tout au long de la vie, mais il n'y a pas besoin d'être démographe pour savoir que le public, en tout cas la population âgée, constitue vraiment un enjeu pour l'avenir, pour les politiques culturelles. Et pour certaines de ces personnes, ça sera la continuation d'une vie culturelle qui a pu être riche, mais pour d'autres, ça sera peut-être la première fois où elles pourront, ces personnes, s'intéresser à la culture, participer, pratiquer l'art et la culture. Et donc, à cet égard, oui, on peut parler d'éducation artistique et culturelle. Alors, comme il y a eu, et c'est tout à fait normal, c'est relatif à ce que je viens de dire, beaucoup de propositions sur la petite enfance. Et sur l'enfance. Du coup, les tables rondes étaient un petit peu déséquilibrées. Donc, vous aurez le plaisir d'entendre non seulement des collègues qui ont travaillé sur le grand âge, mais également des collègues qui ont travaillé plutôt sur la petite enfance ou sur l'enfance, et qui seront parmi nous pour des raisons d'équilibre, de temps de parole, les trois tables rondes étant parallèles. Donc on aura une chance supplémentaire par rapport aux trois tables rondes, c'est qu'on va aborder, grâce à cette répartition, finalement, tous les âges de la vie. Alors nous allons commencer avec Carole Boetti. Et je vais peut-être vous présenter au fur et à mesure. Donc Carole, dans très peu de temps, vous allez être chargée de médiation
dans une communauté d'agglomération, Lannion Trégor Agglomération, précisément sur les sujets que nous allons traiter. Vous êtes guide conférencière, vous avez exercé pendant 15 ans à Paris et ensuite en Bretagne, et vous avez terminé votre Master 2 à l'INSEAC. Je crois que vous êtes diplômé. Vous avez une expérience personnelle dans les EHPAD, vous avez coordonné un ou des projets intergénérationnels, et aujourd'hui vous allez nous expliquer, nous dire comment assurer une éducation artistique tout au long de la vie en lien avec les structures et les personnels du secteur médico-social. Et vous aurez 15 minutes. Je m'excuse par avance si je dois vous le préciser au bout de 15 minutes. C'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, ça va? Donc voilà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, un petit peu émue, bien sûr, c'est normal. Je pense surtout quand on passe après ce monsieur que je ne connaissais pas, monsieur Parsat, qui parle si brillamment. Bon, moi, je vais vous raconter un petit peu mon chemin au cours de ces études, puisque j'ai mené donc 2 recherches autour du grand âge, du 3e âge. Ma première recherche, c'était mon mémoire de l'année dernière. Il s'appelait « L'éducation artistique et culturelle a-t-elle une limite d'âge ?» Donc moi, je m'intéresse aux personnes âgées en situation de dépendance. Comme ça, je résous toute une partie qui se serait posé la question à quel âge est-ce qu'on a une personne âgée. Voilà, comme ça, moi, c'est plutôt une situation qu'une tranche d'âge. Bon, les personnes en situation de dépendance, c'est quand même des personnes qui aujourd'hui ont entre 80 et 90 ans et plus, qui sont nées dans les années 30 ou 40. Donc en EHPAD et à domicile. Alors ma première recherche, éducation artistique et culturelle a-t-elle une limite d'âge? La conclusion, c'était en fait une réponse à 2 facettes, une réponse nuancée. J'avais étudié tous les textes, les cadres, les institutions, l'histoire de l'éducation artistique et culturelle, et je m'étais rendu compte que oui, l'EAC, elle a une limite d'âge quand même. Tout dans son histoire, tout dans ses cadres, ses appels à projets, son organisation, les moyens déployés sont tournés vers la jeunesse. Même si on a une belle phrase d'introduction dans la charte avec l'article numéro 1, l'EAC doit être accessible à tous. On voit bien que c'est une porte ouverte, mais qui se referme quand même assez vite et en se focalisant sur la jeunesse. Voilà. Donc oui, elle a quand même une limite d'âge dans son organisation aujourd'hui et dans son histoire. Et puis non, à la fois, elle n'a pas de limite d'âge parce que j'avais exploré tous les objectifs de l'EAC et que je m'étais dit que l'émancipation, la construction de l'esprit critique, l'appréhension du monde contemporain, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous ces objectifs, en tout cas, étaient conformes et étaient pertinents aussi pour une personne qui a 90 ans et qui est en EHPAD. Voilà. J'avais même conclu mon mémoire sur la notion d'éducation, qui posait quand même question, parce que quand je présentais la charte de l'EAC, par exemple, à toute une équipe d'animateurs ou animatrices en EHPAD, je voyais bien que quand même l'éducation, ça tiquait un peu, c'était pas une évidence. Mais j'avais quand même conclu mon mémoire en me disant... il faut conserver l'éducation, comme un étendard qu'il faut lever bien haut pour faire entendre la voix des personnes âgées en EHPAD qui sont encore bien vivantes et pour dire oui, à cet âge-là, on peut encore apprendre, on peut encore s'éduquer. Voilà, j'avais terminé mon mémoire comme ça, avec beaucoup de conviction. Bien sûr, je suis quelqu'un d'engagé et de militante. Et puis, dans mon deuxième mémoire, j'ai continué sur cette thématique. Et je l'ai appelé l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie vers une politique opérationnelle pour les personnes âgées en situation de dépendance. C'est-à-dire que là, j'allais me poser la question, comment est-ce qu'on peut rendre opérationnelle cette politique? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut adapter? Voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler pour que l'EAC soit possible pour les personnes du troisième âge en situation de dépendance? Et donc, j'ai développé un volet beaucoup plus opérationnel. Et cette fois-ci, je suis allée rencontrer les personnes, en EHPAD et à domicile. J'ai mené beaucoup d'entretiens. J'ai voulu partir, en fait, vraiment d'eux pour construire ce mémoire opérationnel. Donc, j'ai rencontré en entretien individuel, en atelier participatif en EHPAD, ou en tête-à-tête ou en groupe, des personnes âgées. Je les ai questionnées sur leur parcours culturel. Qu'est-ce que c'était que la culture pour elles? Dans une génération qui est assez particulière, dans laquelle le loisir, en tout cas, la culture, n'avait pas place. Quand ils étaient enfants, plusieurs m'ont dit, on ouvrait un livre et puis il y avait un adulte qui passait à côté et qui disait « t'as pas mieux à faire ». Donc, ce n'est pas quand même une génération c'était une génération de la reconstruction et du culte du travail. Et en tout cas, j'ai questionné ça, puis après, j'ai essayé de voir s'il y avait des caractéristiques
commune à toutes ces personnes qui pouvaient, pour moi, avoir une influence sur la construction de projets. Et là, j'ai déterminé plusieurs caractéristiques. D'abord, un rapport au temps qui est quand même assez particulier, qui est différent et qui ne permet pas toujours de se projeter dans un projet. Moi, j'ai coordonné un projet et j'ai vu que les personnes avaient vraiment du mal à s'approprier et à rentrer dans le projet, que l'animatrice, il fallait qu'elle fasse un travail, mais au corps à corps, pour les convaincre de venir, parce qu'il y avait aussi cette difficulté de s'engager, puis de se projeter, quoi, avec un objectif. On attendait des choses d'eux, et là, ça les terrifiait plus que ça les attirait, en fait. Donc, un rapport au temps différent, donc un projet qui est la notion même de projet qu'il faut questionner, du coup, dans sa temporalité. Dans ce rapport au temps, il y a aussi l'importance de la routine. Chacun se construit sa petite routine personnelle. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, dans son essai sur la vieillesse, disait qu'en fait, c'est une manière aussi de garder une emprise, quoi, sur son quotidien, de garder le contrôle aussi. Et elle disait même que pour les gens oisifs, c'est beaucoup plus important d'avoir une routine que pour les gens qui travaillent, parce que sinon, moi, ça fait 2 semaines là, que j'ai arrêté ma soutenance, je commence mon travail dans 1 semaine, et je vois bien qu'il faut que je me mette un peu des disciplines, sinon le temps file et finalement, je fais pas grand-chose. Donc, là, cette importance de la routine, de la récurrence, le projet va venir bousculer cette routine. Est-ce qu'on est en mesure, toujours à 90 ans, est-ce qu'on a toujours envie d'être bousculé ? On voudrait répondre oui, mais voilà, ce n'est pas forcément une évidence. Le repli sur soi. Le repli sur soi est assez aussi commun à beaucoup de personnes de cet âge-là. C'est un processus naturel, selon les sociologues qui sont spécialisés dans le vieillissement, parce que quand on réduit ses capacités cognitives et physiques, forcément, on réduit son périmètre géographique et son périmètre relationnel aussi. Donc, on a tendance à se replier sur soi. Simone de Beauvoir, toujours, elle citait un écrivain du 19e siècle, mais ça, c'est pour dire que je pense que c'est quelque chose qui est assez universel et intemporel. Et il disait à un ami qui était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, cet écrivain écrivait « Je me fatigue vite, j'atteins chaque soir la limite de mes forces, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et de paix, mes journées sont courtes et le printemps ne me semble plus allonger le jour. Force est d'éviter l'éparpillement, de me replier sur moi-même, de me concentrer sur ces 2 univers étrangement incommunicables que je porte maintenant en moi, le vaste et désertique univers de mon passé, où j'erre une partie du temps, et celui limité, rétréci, du présent à ma mesure. Je m'installe un petit chalet dans la bruyante forêt du monde. » Je trouvais ça très joli, cette dernière phrase. Je m'installe un petit chalet dans la bruyante forêt du monde. Donc, c'est un processus qui est quand même assez naturel et qu'il faut aussi respecter, bien sûr. Alors, ce processus de repli sur soi, on peut se poser la question s'il n'est pas aussi culturel. Dans une société comme Madame Bordeaux nous l'a dit, qui est, alors vous n'avez pas employé le mot, mais qui est quand même agiste, c'est-à-dire qui favorise, qui encourage la jeunesse. On le voit tous, même à nos âges. Moi, j'ai pu le voir pendant cette année d'études. J'ai 43 ans et j'étais avec des étudiants de 20 ans. Donc, je me suis pris des petites réflexions, mais qui étaient gentilles quand même. Mais en tout cas, on est dans une société qui ne valorise pas bien sûr l'âge et qui valorise la jeunesse. Et donc, est-ce que ce repli sur soi, est-ce qu'on peut travailler dessus justement peut-être avec des projets culturels pour inclure les personnes, les rendre utiles et du fait lutter contre ce phénomène de se replier sur soi et d'être dans une société qui valorise pas l'âge. Alors, une thématique aussi qui est venue assez vite, c'est l'approche de la mort. Il ne faut pas évincer l'importance, bien sûr, de cet âge. On se rapproche de la mort. Et ensuite, il est apparu assez vite dans un atelier participatif que j'ai mené dans un EHPAD, et je vous dis juste comment est-ce qu'il est apparu. C'est quand je posais la question, est-ce qu'en prenant de l'âge, on a plus ou moins de barrières psychologiques à découvrir de nouvelles choses ? Voilà. Et il y a une dame, j'entends encore son accent dans la tête, je ne vais pas vous le faire, parce que ce serait complètement ridicule, mais qui a dit « On n'arrive plus à réaliser des choses comme avant. Je n'ai plus envie de ne rien faire. Presque plus rien ne m'intéresse. Je suis arrivée, je ne sais pas, je trouve que depuis quelque temps, je dégrade. L'année dernière, quand je suis arrivée ici, j'ai dit je veux être morte pour la fin de l'année. L'année est passée et je suis toujours là. » Et là, tout le monde a rigolé, ses copines, dans l'atelier participatif. Ah bah là, c'est raté. On m'a dit on va s'occuper de vous et je suis là encore. Et elle-même, elle rigolait. Et puis une autre qui disait tous mes papiers sont faits depuis 14 ans, ça fait 10 années de trop, je suis un poids pour ma famille. Enfin, vous voyez,
voilà, c'est pas des choses forcément qui sont agréables à entendre. On voudrait croire que toutes les personnes âgées sont sages, sereines, parce qu'on projette notre propre image de notre vieillissement aussi. Donc on a tendance à rejeter tous les trucs un peu négatifs là, qui concernent cet âge. Mais pour moi, c'est important de regarder toutes les vieillesses et pas seulement les vieillesses qui nous inspirent, avec des gens qui ont encore une énergie. Voilà. Donc l'approche de la mort, elle n'est pas anodine quand même dans une démarche éducative. Simone de Beauvoir, encore une fois, disait qu'il est rare qu'on apprenne sans aucun but. Souvent, on apprend pour réutiliser ce savoir. Donc quand on a un avenir qui est aussi court, voilà, est-ce qu'on a encore cette démarche, cette envie d'apprentissage et de s'éduquer? Pourquoi faire? Voilà. En tout cas, voilà, toutes ces caractéristiques nous obligent à reconsidérer nos objectifs, nos ambitions et surtout de ne pas supposer pour moi des bénéfices pour les personnes. C'est ce que j'avais fait dans mon premier mémoire quand je disais que tous les objectifs étaient complètement pertinents pour cet âge. Je supposais les bénéfices. Quand j'ai coordonné ce projet autour du dessin de presse, j'ai supposé les bénéfices pour les personnes, mais à aucun moment on leur a demandé vraiment leur avis. L'animatrice, la directrice, elles étaient toutes partantes. C'était une super opportunité, mais les personnes, voilà, se sont pas laissés faire et je les remercie pour ça. Mais voilà, surtout ne pas supposer les objectifs. Moi, c'est vraiment les bénéfices, c'est ce que je retiens. Et puis partir du besoin, des envies. Voilà, ce qui me semble en conformité avec les droits culturels aussi. Les besoins, j'en ai aussi décelé quelques-uns. Un besoin d'amour, voilà. C'est un monsieur très touchant qui m'a dit ça. Je lui posais la question, je cherche de quoi ont besoin les personnes âgées? Et il m'a dit, en général, je parle un peu pour moi, les personnes âgées ont besoin de beaucoup de chaleur, aussi bien des autres résidents que du personnel. C'est un peu égoïste, mais j'ai besoin qu'on s'interroge à moi et un peu qu'on me dorlote. Quand on prend de l'âge, je n'ai pas dit vieillir, ce n'est pas pareil. On dit qu'on retombe en enfance, et c'est vrai. Pour toutes les personnes seules, on a besoin d'amour avec un grand A. Ce besoin d'amour, voilà, c'est un besoin d'une relation de qualité. Voilà. Et ça, dans la construction d'un projet aussi, ça va pour moi au-delà d'un objectif éducatif ou d'un tout autre objectif. C'est un besoin d'avoir une relation de qualité. Et ce monsieur disait besoin d'amour. D'ailleurs, il disait, j'ai besoin qu'on s'interroge à moi. Et c'était un lapsus assez joli, je trouvais. Et il trouvait que je l'interrogeais un peu à la manière soviétique, d'ailleurs, il me l'a dit. Mais c'était un ancien militaire, voilà. Donc il s'y connaissait sûrement. Qu'on s'interroge à moi, et ça va aussi avec un besoin de se raconter, effectivement, besoin de se raconter. Il y a une relation à la mémoire et au passé qui est très importante à cet âge-là. Et puis un dernier besoin aussi, préserver ce qui nous reste. Les animatrices me disaient qu'en fait, la gym et tout le travail de la mémoire, ce sont les activités qui sont les plus prisées. C'est toujours complet. Donc, il y a un besoin de préserver les capacités, encore, on appellera des capacités cognitives, quoi, mais voilà, ce qui nous reste, ou capacités physiques. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça croise les objectifs du secteur qui les concerne. Parce que de la même manière que l'EAC a été construite avec l'éducation nationale, on a croisé les objectifs. Là, il faut croiser les objectifs avec le secteur qui accompagne ces personnes. Et donc, je suis partie justement à la recherche de ces objectifs croisés. Et là, j'ai pris comme support la conférence des financeurs. Alors, c'est un appel à projet départemental présidé par le département et coprésidé par l'ARS qui agrège en fait des fonds de la part de caisses de retraite, de groupements de mutuelles pour subventionner des actions de prévention pour la lutte contre la perte d'autonomie. Donc là, on est sur le champ de l'autonomie. C'est un levier financier hyper important. Les budgets sont bien supérieurs à ceux de la culture. Voilà. Mais c'est aussi... voilà, ouais. Il y a vraiment le paquet pour les actions de prévention. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut réduire le coût du vieillissement. Parce que ça, on nous dit, en plus, il y a tout un discours, la société vieillit, ça nous coûte cher. Enfin, c'est vraiment catastrophiste, quoi. Mais parce que, oui, le coût de la dépendance est important. Donc, pour ralentir cette dépendance, il faut financer des actions de prévention pour maintenir les personnes dans une bonne santé physique et mentale. Donc, la conférence des financeurs, elle me paraissait super intéressante pour être un support de travail, pour essayer de voir les croisements d'objectifs. Alors, la conférence des financeurs, cet appel à projet là, annuel, elle donne des axes prioritaires, des axes pour financer ces actions. Et moi, j'ai trouvé quelques points de convergence que je développe un peu plus, beaucoup plus dans mon mémoire. Là, je vais juste vous les citer comme ça. Alors, d'abord, c'est le travail de la mémoire.
Voilà, l'importance de stimuler la mémoire comme une capacité cognitive. En quoi est-ce que ça a un lien avec la culture? C'est qu'il y a beaucoup de projets culturels, justement, ou d'actions culturelles qui sollicitent la mémoire des anciens. Il y a beaucoup de collectage. Donc là, on voit que ça parle aux deux secteurs, donc ça peut être un point de convergence. Le maintien du lien social aussi, très important pour le champ de l'autonomie, parce que quand justement on se replie sur soi, il y a moins de stimulation des capacités physiques et cognitives, donc la santé va se dégrader. Donc maintenir le lien social, c'est stimuler la personne, même si le mot stimulation n'est pas très joli, hein, mais là j'utilise le vocabulaire du médico-social, c'est important. Et donc stimuler le maintien du lien social, ça permet d'être dans la relation, de se sentir utile. Et ça, il y a beaucoup de projets intergénérationnels. Donc un projet culturel remplit cet objectif du champ de l'autonomie. Un autre axe priorité, c'est la valorisation de l'image des personnes âgées. Alors derrière ça, il y a le renforcement de l'estime de soi. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Briser des murs, ériger des ponts. L'INSEAC du CNAB.